Alors bonsoir, je me présente, je suis Sophie Gélina, je suis responsable en consultation publique et participation citoyenne à la Ville de Laval. Et je dois vous avouer que je suis particulièrement émue de vous voir rassemblés ici ce soir. Je suis heureuse de vous accueillir, heureuse que vous soyez présents, présentes, en nombre, avec joie aussi. Je vous sens enthousiaste, joyeux. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir et de célébrer cette soirée des 10 ans de consultation publique et participation citoyenne. Hey, 10 ans, incroyable. C'est un succès, et ce succès, en fait, c'est une histoire collective. Vous y avez toutes et tous contribué à votre façon. Tout d'abord, évidemment, les citoyennes et les citoyens de Laval. Vous êtes curieux, vous êtes curieuses, vous êtes engagés, vous êtes présents à tous les rendez-vous. Ensuite, les organismes et les partenaires. Vous êtes les véritables forces vives de la démocratie lavalloise et vous êtes là depuis bien plus de 10 ans et je vous en remercie. Ensuite, les élus. C'est grâce à nos élus qu'il y a de la consultation puis de la participation citoyenne à Laval, parce que les hommes et les femmes politiques croient en l'importance de la valeur ajoutée de l'expertise citoyenne dans les processus décisionnels à la Ville de Laval. Et finalement, évidemment, les équipes municipales. Si on a réussi à mettre en place une culture de la participation citoyenne à la Ville de Laval c'est somme toute assez rapide, 10 ans. Si on a réussi à faire ça, c'est parce que l'ensemble des équipes municipales se sont engagées, se sont mobilisées pour que ça puisse se faire. Et j'ai envie de souligner aussi la collaboration interservice exceptionnelle qu'on vit depuis maintenant plus de 10 ans. Alors ce soir, c'est l'occasion pour nous de faire le point sur le chemin parcouru depuis ces 10 dernières années. On a invité aussi des experts et des expertes particulièrement inspirants et inspirantes pour venir réfléchir avec nous sur la situation actuelle, pour enfin, tous ensemble, se projeter vers l'avenir qu'on souhaite à la Ville de Laval en matière de participation citoyenne. Alors, avant d'aller plus loin dans cette soirée, je veux vous prévenir que cette soirée, elle est filmée et que l'enregistrement sera déposé sur Repensons Laval. Également, information logistique, mais ô combien importante, les toilettes, c'est à droite, juste ici. Et c'est à l'autre bout du corridor, après la cafétéria. Donc, si vous avez besoin, voilà. Alors maintenant, sans plus tarder, la participation citoyenne, c'est tellement important à la Ville de Laval qu'il y a même un élu qui a été nommé responsable de la participation citoyenne. Je vais donc l'inviter à venir vous souhaiter la bienvenue. Alors, j'invite Alexandre Warnett. Merci beaucoup, Monsieur Warnett. Merci, Madame Gélina. Merci à vous toutes et tous d'être là ce soir. Donc, Alexandre Warnett, je suis conseiller municipal de Laval-des-Rapides. Et surtout, ce soir, je suis là au nom du maire Stéphane Boyer, qui a eu un empêchement de dernière minute. Il s'excuse de ne pas pouvoir être là. Mais entre vous et moi, ça fait bien mon affaire, parce que moi, je suis content de m'adresser à vous ce soir. Très fier de ces 10 ans de participation citoyenne, parce que Laval a parcouru un chemin qui est vraiment inspirant en 10 ans en matière de gouvernance participative. Il y a une décennie, la volonté était claire, celle de rebâtir la confiance entre la ville et les Lavalloises et les Lavallois, puis pas de n'importe quelle façon, à travers un levier de transformation vraiment importante, la participation citoyenne. Puis depuis 2015, c'est plus d'une centaine de démarches participatives qui ont permis à des milliers de Lavalloises et de Lavallois de s'exprimer, mais sur des enjeux qui les touchent vraiment. Des enjeux d'urbanisme, de mobilité, d'environnement, de culture, de sécurité, d'aménagement du territoire et j'en passe. Donc, des éléments sur lesquels ils et elles vivent au quotidien, donc ils ont vraiment un impact concret. Et ça, c'est la beauté d'abord du municipal. Mais quand on sollicite l'intelligence collective, c'est dans le concret que ça se passe. Et ces consultations-là ont permis de mieux comprendre, bien sûr, les réalités vécues sur le terrain, pour enrichir nos projets par la suite. Puis ultimement, ça nous a permis de prendre de meilleures décisions, toujours plus alignées sur la réalité du terrain, toujours plus éclairées.
Et tout récemment, il y a une étape déterminante qui a été atteinte et dont je suis personnellement très fier au début du mois avec l'adoption, en fait, la nouvelle version de notre politique, la codécision, qui a été officiellement reconnue comme approche par la Ville de Laval. C'est quand même pas rien. Je pense notamment à nos 2 premières assemblées de quartier dans Duvernay et Auteuil. Et je dis 2 premières parce que l'espoir, c'est qu'elles se multiplient partout à Laval, qui mettent les bases vraiment d'une démocratie vraiment participative qui est renouvelée à Laval. Et notre budget participatif aussi, qui est vraiment apprécié par les Lavalloises et les Lavallois, 2e édition en cours. Citoyens, citoyennes qui ont un impact, un pouvoir réel sur la collectivité par et pour les citoyens. Puis pour les élus, c'est un peu spécial. Tu sais. Nous, on fait juste maintenant mettre le cadre, puis là, on n'a plus notre mot à dire sur les projets qui sont là. On est comme, OK, on n'est pas habitué. Et ça donne des résultats merveilleux, très concrets sur le terrain. Donc, vous pouvez être très fiers. La révision de la politique de consultation publique et de participation citoyenne nous permet aujourd'hui de renouveler, en fait, de confirmer notre engagement de transparence et d'inclusivité envers la population lavalloise. Cette position d'ouverture-là, on la maintient, on la renforce en revoyant nos façons de faire qui s'inspirent toujours des meilleures pratiques. Vous l'avez vu déjà, vous allez le voir tout au long de la soirée. C'est des vrais experts et expertes motivés et passionnés qu'on a dans nos équipes, dont on est aussi très fiers. Et les leçons apprises dans cette première décennie-là, parce qu'il y en a. On doit continuer de donner des moyens concrets de participer à la vie démocratique municipale aux Lavalloises et Lavallois. En 10 ans, on a vu notre vision d'une ville plus humaine, plus verte, plus inclusive, plus innovante se concrétiser sur le territoire. Je pense entre autres à notre vision stratégique Laval 2035 urbaine de nature, qui se décline dans plein d'autres visions, qui se décline à leur tour dans plein d'actions concrètes sur le territoire. Et dès le départ, la vision était claire. Il faut inclure la population. On l'a largement consulté pour les grandes orientations d'avenir de la ville et ça, après 10 ans, je pense notamment à Repensons Laval et toute la plateforme de participation citoyenne sur laquelle il y a tellement d'exemples de contributions intelligentes et fascinantes. Puis je nous rappelle enfin que la participation citoyenne, c'est pas nécessairement un objectif en soi, c'est un outil puissant pour co-construire la ville. Et le co est important. C'est comme la co-décision, co-construire la ville, ça devrait être notre mot d'ordre pour au moins la prochaine décennie. Parce que c'est comme ça qu'on construit un milieu de vie dans lequel on peut tous s'épanouir de manière durable. Donc, je tiens à remercier toutes les personnes, toutes celles et ceux, en fait, qui ont contribué à faire vivre cette culture de la participation citoyenne depuis 10 ans. Je vais reprendre à peu près les mêmes mots, mais c'est vraiment important de le redire, des citoyennes et des citoyens engagés. Parce que créer l'espace pour la participation, c'est bien sûr nécessaire, mais encore faut-il que les gens répondent, lèvent la main puis dire « oui, je vais y aller, oui, je vais faire entendre ma voix, oui, je vais participer ». Donc, merci aux citoyennes et citoyens. Bien sûr, merci à l'équipe dévouée de consultation publique et de participation citoyenne. Mais les élus, oui, effectivement. Puis là, je pense à mes prédécesseurs qui ont osé se lancer dans cette belle aventure de la participation citoyenne de façon constructive et vraiment intégrée dans la façon de faire de la ville, les partenaires de la société civile, les experts, bien sûr, parce que votre implication, elle est absolument précieuse. Et pour moi, c'est le signe d'une démocratie qui est en santé, d'une ville qui écoute, qui réagit, qui est vivante et qui évolue. Et c'est pas fini. On se tourne maintenant vers 2035 et j'ai envie de nous dire, c'est impressionnant ce qui s'est fait dans les 10 dernières années, ben, le meilleur est à venir. Bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur Warnett. Alors, mettre en place une culture de la participation publique, comme on le fait à Laval, ça prend évidemment le soutien des élus. Ça prend également le soutien de la direction générale. Alors, on a invité ce soir Madame Josée Bédard, directrice générale adjointe, sécurité publique et services de proximité, à vous souhaiter la bienvenue à son tour. Merci, Madame Bédard. Merci.
Alors, bonsoir. Moi aussi, je suis là. Je suis le plan B, finalement. Le directeur général ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, mais il souhaitait à vous transmettre ses meilleures salutations. Mais c'est quand même un privilège pour moi d'être ici pour partager avec vous ce moment et célébrer ces 10 ans qui sont tellement importants pour notre territoire. 10 ans, c'est peu et beaucoup à la fois. C'est peu quand on pense à tout ce qu'on veut faire encore, tout ce qu'on veut insuffler à notre organisation. C'est beaucoup quand même quand on regarde les 10 dernières années, tout ce qu'on a réussi à accomplir. Bravo à ton équipe, Sophie. C'est incroyable tout ce qui s'est fait sur le territoire et c'est aussi grâce à votre participation. En revoyant ces 10 dernières années, on constate que la participation citoyenne est bel et bien ancrée dans nos façons de faire. C'est une approche née d'un grand virage. Elle fait maintenant partie intégrante de notre culture. Aujourd'hui, on est plus à l'écoute, on est plus transparent avec les citoyens. Nous sommes également plus soucieux d'expliquer nos projets à la population, mais aussi de l'inviter à contribuer à développer nos projets. Comme gestionnaires et employés municipaux, cette approche nous a poussés à mieux concevoir nos projets en amont. On intègre maintenant l'acceptation sociale dès l'élaboration des projets, dès les premiers moments où on commence à réfléchir à un projet qu'on veut réaliser pour la ville. On a développé de nouveaux réflexes, de nouvelles pratiques, de nouveaux outils également. Depuis, la nouvelle politique de consultation publique et de participation citoyenne nous donne un cadre clair, un cadre cohérent et surtout exigeant. Cette politique vient baliser notre action, clarifier les rôles. Elle nous donne les moyens de faire encore mieux. Finalement, l'approche de consultation publique nous aura obligés à une certaine humilité. Parce que oui, il faut faire preuve d'humilité pour reconnaître que la complexité des projets nécessite d'écouter d'autres points de vue, de nous exposer à la critique et de réajuster le tir. Il est définitivement révolu le temps où les citoyens s'exprimaient une fois aux 4 ans à l'urne. Maintenant, les citoyens, on les invite à participer, à co-créer avec nous tout au long de l'élaboration des projets, tout au long de ces années où on veut réaliser des choses pour les citoyens, pour les gens qui vivent au quotidien dans un milieu de vie. Gardons toujours en tête que les solutions durables sont souvent celles qui sont bâties collectivement. Il y a un vieil adage que j'aime beaucoup qui dit « Seul, on va très, très vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin ». Je trouve que la participation publique, la participation citoyenne exprime très, très bien ce que cet adage voulait nous dire. Je tiens donc à remercier chaleureusement l'équipe de consultation publique et participation citoyenne, ainsi que tous les employés gestionnaires qui ont accepté de collaborer, d'innover, de sortir parfois de leur zone de confort. Je vous remercie de votre professionnalisme, de votre engagement à faire de Laval une ville plus démocratique, plus inclusive et plus proche de ses citoyennes et de ses citoyens. On a tous les outils qu'il faut pour aller encore plus loin. Continuons de bâtir une administration agile, responsable et à l'écoute de la population lavalloise. Alors, merci. Bonne soirée de réflexion et d'échange. Merci beaucoup, Madame Bédard. Merci. Alors, on vous a préparé une très belle soirée. Laissez-moi vous présenter le menu. Alors, dans un premier temps, on va prendre un moment pour faire le point sur nos 10 dernières années dans une rétrospective 2015-2025. Ensuite, avec des expertes très inspirants, on va prendre le temps de réfléchir puis de se questionner sur la participation des citoyennes et des citoyens à la démocratie municipale, quelques constats d'actualité, puis on va réfléchir avec eux sur des perspectives d'avenir. Et finalement, on est l'équipe des consultations publiques, évidemment qu'on va vouloir vous consulter. Alors, on va faire un atelier prospectif avec vous. Vous savez, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, souvent, on va lui souhaiter, on va avoir plusieurs souhaits pour lui ou elle. Dans ce cas-ci, on va se demander qu'est-ce qu'on se souhaite collectivement à Laval en participation citoyenne pour les 10 prochaines années. On veut vous entendre. Et en fin d'activité,
On va prendre un moment d'échange et de réseautage. Comme vous le voyez, on a de jolies choses à manger, on a du café. N'hésitez pas tout au cours de la soirée à aller prendre une petite bouchée si vous le souhaitez, mais sinon, en fin de rencontre, on aimerait ça vous garder puis continuer à jaser avec vous si c'est possible pour vous. Alors, ce soir, on parle beaucoup de consultation publique et de participation citoyenne et l'emphase va être sur ce volet-là. Mais il est très important pour moi aussi de parler qu'il y a 1000 façons de s'impliquer, de s'engager à la Ville de Laval. C'est pourquoi on a lancé une campagne 1000 façons d'avoir un impact. Donc, pour les citoyens et les citoyennes à la Ville de Laval, il y a toutes sortes de façons de s'engager. Évidemment, il y a les consultations publiques, les assemblées de quartier, les budgets participatifs. Mais il y a aussi d'autres façons. On peut s'engager, participer comme citoyen en répondant à un sondage, en participant à des groupes de discussion, en étant membre d'un comité consultatif ou encore en s'impliquant de façon bénévole dans des organismes communautaires. Il y en a plusieurs centaines à Laval. Donc, il y a 1000 façons d'avoir un impact sur son milieu, sur sa collectivité. Je vous invite chaleureusement à aller visiter la page laval.ca/participation citoyenne. Vous pourrez découvrir toutes ces façons de contribuer. Et si ces façons de contribuer existent, c'est parce qu'il y a des équipes à la Ville de Laval qui, jour après jour au quotidien, avec cœur, dévouement et engagement, réalisent ces projets, ces initiatives. Je souhaite vraiment à saluer votre contribution remarquable ici ce soir, chers collègues. C'est grâce à vous que la Ville de Laval a une vie démocratique, saine et bien vivante. Alors ce soir, c'est une soirée spéciale. Et pour cette soirée spéciale, on va avoir une animation spéciale. On a eu le souhait de partager l'animation avec les membres de l'équipe des consultations publiques et de la participation citoyenne. Donc, tout au cours de la soirée, avec les différents blocs, on va enchaîner différentes personnes à l'animation. Ce sont toutes et tous des conseillers, conseillères en consultation à la Ville de Laval. Et puis, ce sera donc l'occasion pour vous de découvrir de nouveaux visages ou encore de revoir des personnes que vous avez vues au cours des 10 dernières années. Et pour cette rétrospective 2015-2025, je souhaite inviter ma complice dès tout début, celle qui a participé à poser les bases de cette culture de la participation citoyenne, celle qui a rendu vivante et qui a déployé la démocratie participative un projet à la fois. J'invite donc Diane Durand à se joindre à moi pour présenter la rétrospective. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous avouerai que c'est non sans fébrilité que j'ai le plaisir de vous présenter cette rétrospective ce soir, le retour sur nos 10 ans d'activité, puisque ce bilan marque aussi celui de ma carrière à la Ville de Laval. En effet, c'est bien depuis 10 ans que Sophie et moi, notamment, travaillons fort à aller à votre rencontre pour nourrir les réflexions de nos collègues. J'ai reconnu d'ailleurs depuis l'arrivée plusieurs visages que j'ai déjà croisés à travers le territoire, à travers les différents projets. Et je suis curieuse, je me demandais ici, dans cette belle assemblée, qui a déjà participé à une consultation publique de la Ville de Laval ces 10 dernières années. Levez la main, que ce soit à la ville ou à l'externe. Ben, c'est ça. C'est quand même très beau à voir. Ben, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Donc, je commencerai rapidement par quelques chiffres clés qui résument un petit peu cette décennie. On a accompagné une 60aine de projets qui se sont incarnés dans près de 350 activités citoyennes qui ont permis à plus de 30 000 personnes de venir participer, prendre part à ces projets-là. Au fur et à mesure de ces 10 ans-là, on a également complété notre pratique en accueillant de nouveaux collègues qui vont se succéder ici sur scène après moi, en complétant avec des nouveaux outils comme la plateforme Repensons Laval dont Monsieur Warnett faisait mention, avec des visites qui sont de plus en plus croissantes et qui démontrent l'intérêt grandissant des citoyens et des citoyennes pour le fait public. Et enfin, en se dotant d'une politique de consultation publique qu'on a adoptée en 2021 et qui a été en effet bonifiée dans une version révisée adoptée par le conseil municipal la semaine passée, qui vient entériner une nouvelle étape de participation, un nouveau niveau de participation qui est celui de la codécision. De quoi je parle quand je parle de codécision?
Eh bien, à Laval, on a une échelle de la participation que vous avez à l'écran, qui nous permet, qui est un petit peu notre guide pour accompagner les projets et nos collègues dans la réalisation de leurs projets, selon la marge de manœuvre existante dans chacun des projets. Donc d'abord, condition préalable, toute démarche de consultation se doit de débuter par une phase d'information, qui est une étape incontournable, parce que comment vous voulez émettre une opinion sur un projet si vous n'en connaissez pas la teneur. Ensuite vient l'étape de la consultation. Celle-ci, on ouvre la discussion et on permet aux parties prenantes, quelles qu'elles soient, que ce soit des citoyens, des organismes, des gens d'affaires, de prendre part, de poser des questions, de donner leur avis. L'étape d'après, c'est celle de la participation. Celle-ci, elle est plus engageante. Elle permet de laisser plus de place aux parties prenantes en augmentant leur pouvoir d'influence sur les décisions finales. Et enfin, la dernière étape, donc celle de la codécision, c'est celle qui donne aux parties prenantes le plus grand pouvoir, puisque c'est celui de la décision. Et cette décision-là, comme M. Warnett le disait, était jusqu'alors détenue par les élus. Donc on se retrouve avec un partage du pouvoir. Et cette ultime phase est vraiment la plus importante en termes de participation, et elle s'incarne dans 2 projets dont on est vraiment très fiers et dont vous avez entendu parler, si ce n'est vous y avez participé, ceux du budget participatif et des assemblées de quartier. Ce qui m'amène à vous présenter un survol vraiment rapide de nos projets. Et puis, comme une image vaut 1000 mots, vous avez à l'écran une sélection de 10 projets qui ont été réalisés ces 10 dernières années et qui illustrent vraiment comme l'ampleur, l'envergure de notre travail. Donc d'abord, on a traité une variété de sujets, que ce soit de l'aménagement du territoire, des infrastructures publiques, des politiques publiques, du développement social, de l'environnement, de la culture. Ce coup d'œil-là reflète aussi la variété de nos méthodes d'animation. Vous voyez à travers les photographies, parfois ça s'incarne dans des grandes assemblées publiques, parfois dans des rencontres davantage particulières, dans des consultations in situ, dans des consultations sur le terrain, en présence, en ligne, en virtuel, avec des niveaux de contribution toujours adaptés aux besoins du projet. Et enfin, ces images-là reflètent la multiplicité des publics qui ont été rencontrés. On pense à l'ensemble des Lavallois et des Lavalloises, mais aussi des résidents et des résidentes d'un quartier en particulier, des usagères et des usagers d'un espace public, des organismes, des partenaires, des populations davantage jeunes et des personnes plus éloignées de la vie publique. Si vous voulez en savoir plus, vous avez le bilan qui est imprimé aux tables, et sinon, on va rester dans la salle si vous voulez en jaser. Enfin, il nous semblait important de vous rappeler, mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Eh bien, du côté de la ville, consulter, ça nous permet de prendre des décisions qui sont davantage adaptées aux attentes et aux besoins des citoyens et des citoyennes. Ça nous permet d'établir une relation régulière entre l'administration et l'ensemble des parties prenantes, de trouver des solutions auxquelles on n'avait pas nécessairement pensé, d'accroître évidemment l'acceptabilité sociale des projets pour, in fine, faire de meilleurs projets. Et puis, côté citoyen, citoyenne, partie prenante, l'intérêt de prendre part, et puis vous le savez si vous êtes là, c'est d'influencer les décisions, de rencontrer de nouvelles personnes qui sont touchées par les mêmes projets que vous, de développer une relation avec la ville, et enfin de faire en sorte que votre milieu de vie soit davantage à votre image. C'est ce qui clôturerait ma partie. Merci beaucoup pour votre équipe, et puis je céderai maintenant la parole à mon collègue Adrien. Merci beaucoup, Diane. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être là devant vous ce soir. Avant de commencer cette partie panel de discussion qui sera fort stimulant et intéressant pour nos cerveaux ce soir, je voudrais inviter peut-être les personnes qui se trouvent à l'entrée puis qui sont arrivées un petit peu après. Si vous êtes debout et que vous souhaitez venir vous installer, il reste des places libres là autour des tables ici au milieu. Vous serez mieux installés et ça préparera pour l'atelier qui suivra cette séquence. Merci beaucoup. Donc j'ai le plaisir d'animer ce soir une discussion qui sera, je l'espère, fort intéressante et fort inspirante pour nous dans le cadre de notre soirée de célébration de ce soir. Donc cette discussion, en fait, elle se situe à mi-chemin entre les éléments que Diane vient de nous présenter, donc le bilan de la décennie passée, et cette décennie qui s'en vient, Monsieur Warnett le mentionnait tout à l'heure,
on va envisager la décennie qui s'en vient jusqu'à 2035. Donc voilà, cette discussion-là, elle est à mi-chemin entre les deux. On voulait prendre un moment pour poser les bases en fait de ce que c'est aujourd'hui la participation des citoyennes et des citoyens au Québec et à Laval. Et donc pour ça, on a décidé d'organiser un panel de discussion. Et donc le sujet s'affiche ici à l'écran, donc participation des citoyennes et des citoyens à la démocratie municipale. Quel constat actuel et perspective d'avenir à Laval et au Québec. Et donc pour ce panel-là, j'aurai le plaisir d'accueillir en avant les 3 panélistes qui m'accompagneront pour cette discussion. Si vous voulez bien me rejoindre, merci. Alors, voilà. Merci beaucoup. Donc, Jonathan Durand-Folco, professeur agrégé à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Madame Diane Bérard, journaliste de Solutions Indépendantes, documentariste, chroniqueuse, autrice et membre du conseil d'administration de l'Institut du Nouveau Monde, organisme en participation citoyenne. Bonjour. Et Marianne Perrault, citoyenne engagée, doctorante en innovation sociale et cofondatrice Le Tiers-Lieu, donc coopérative de solidarité. Merci beaucoup d'être présent avec nous ce soir. J'avance mon tabouret pour m'installer avec vous. Et donc, oui, les micros sont juste ici en arrière. Oui. C'est ça, le 2, c'est ça. Voilà, pour vous. Il y a des verres d'eau aussi en arrière si vous le souhaitez. Bonjour, test. Pour débuter notre échange de ce soir, en fait, je me dis, avant de se projeter dans cette décennie qui s'en vient, ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne le temps un petit peu de revenir au constat actuel et de comprendre un peu le contexte qui est le nôtre, en fait, quand on parle de participation citoyenne au Québec et à Laval. Et donc, pour ça, j'ai une première question pour vous. De votre point de vue, et grâce à votre expérience ou vos travaux, comment est-ce que vous décririez le contexte de la participation citoyenne au Québec? Et je vais peut-être m'adresser à vous, Madame Bérard, en premier. En tant que journaliste de Solutions Indépendantes, c'est quoi les constats que vous pourriez dresser? Mais je vais vraiment répondre avec mon chapeau de journaliste. Donc, le premier constat, c'est qu'on a franchi les bonds géants. Donc, entre le moment où le citoyen était vraiment découvrait un projet alors que les grues étaient devant chez lui, maintenant il y a de la consultation. J'écoutais les propos de la présentatrice avant nous. Elle parlait beaucoup d'information. Je trouve ça vraiment bien qu'on informe les citoyens avant un projet, mais je pense que c'est pas suffisant. Je pense que ça prend de l'éducation. Parce que moi, comme journaliste économique, je me rends compte que les gens m'abordent sur la rue puis ils me disent « Ah, j'avais jamais pensé que c'est comme ça que ça se passait l'économie. » Puis le fait de vulgariser, d'expliquer les enjeux complexes, parce qu'une ville est confrontée, tout gouvernement, mais particulièrement les gouvernements de proximité, sont confrontés à des multicrises. Et je pense pas que les citoyens, et quand je dis les citoyens, j'inclus tout le monde incluant moi. Moi, j'ai une longueur d'avance parce que je suis obligée de le savoir pour mon travail, mais sinon, je serais comme tous les citoyens, sont pas conscients de la profondeur des enjeux, de la complexité des crises qui sont liées les unes avec les autres. Et il faut faire de l'éducation, pas juste de l'information, donc l'éducation sur les enjeux complexes qui sont sociétaux en ce moment. Puis je vous donne un exemple très simple. Je m'ostine souvent avec les gens qui me disent « Ah, il faudrait construire plus de logements sociaux, il faudrait mettre tout l'argent sur les logements sociaux. » Puis là, j'explique que si on construit juste des logements sociaux avec le budget, puis qu'on n'emploie pas, puis on crée pas d'emploi d'intervenants sociaux, ça sert à rien. Parce que les intervenants sociaux qui sont dans ces logements-là servent soit de rempart aux gens qui sont fragiles, qui pourraient retourner dans la rue, ou de tremplin pour aider les gens à sortir puis aller plus loin. Donc, il faut expliquer qu'on peut pas toujours prendre tout le budget pour faire quelque chose, ça en prend pour faire autre chose. Puis donc, c'est ça. Mon constat, c'est qu'on a franchi un bond géant. Le prochain bond, c'est l'information profonde des enjeux puis des multicrises que nous vivons. Merci beaucoup. Monsieur Durand-Folco, je vous vois hocher de la tête. Vous partagez ces constats, vous, en tant que chercheur aussi, au regard de vos travaux. Qu'est-ce que vous pouvez dégager comme grande tendance là sur les constats actuels? Oui, en fait, je dirais que ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est deux choses qui sont contradictoires, que moi, personnellement, qui m'ont hyper excité, enthousiaste et inquiet à la fois. C'est qu'on assiste, je pense, à une période de turbulence extrêmement importante au point de vue des crises multiples écologiques, économiques, sociales et autres.
Puis on assiste aussi, comme vous pouvez le voir du côté des États-Unis, pays en Europe, même ici aussi, une vague autoritariste, donc des gouvernements d'extrême droite. On voit une crise de la démocratie représentative à un certain niveau. Je pense qu'on le sent plus à grande échelle, mais au niveau municipal, en fait, ce que je vois, ce que je constate, mes propres travaux de recherche, au moins depuis une dizaine d'années, voire 15 ans, il y a toute une vague de renouveau municipal, et c'est là que se font les plus grandes avancées en forme de participation citoyenne, d'innovation démocratique, et on bouge très vite. Et la ville de Laval, moi, je suis en fait extrêmement fier de ma ville où je suis né. J'ai grandi ici de 1 an à 20 ans. Je suis déménagé à Montréal, à Québec par la suite. Je suis allé en France. Là, maintenant, j'habite à Gatineau. Mais quand je reviens à Laval et je vois tout le travail qui a été fait, moi, j'ai grandi à l'époque de Gilles Vaillancourt, vous connaissez aussi sans doute. Et depuis, justement, la commission Charbonneau qui a eu lieu, en fait, c'est un renouveau, presque un virage à 180 degrés que la ville était capable de faire. En fait, ça a demandé beaucoup d'efforts. Moi, j'étais pas présent. J'imagine que toutes les équipes qui ont travaillé, l'engagement citoyen. Mais vraiment, on voit vraiment un revirement de situation qui est spectaculaire. Et moi, je suis vraiment impressionné. Ce qui me donne un peu espoir vis-à-vis de ce qui s'en vient, vis-à-vis de l'avenir. En même temps, comme je l'ai dit au début, un point de vigilance parce que je pense que la démocratie est en crise. Les gens perdent confiance envers le système, les représentants élus. Et il y a une tentation de dire, on va avoir un chef qui va remettre tout en place, puis moi, je veux pas m'occuper de la participation citoyenne, puis on s'engueule beaucoup dans les médias en ligne, les médias sociaux. Donc, il faut faire attention à la démocratie. Mais c'est à cette échelle-là que je sens au niveau municipal qu'on peut apprendre à bien vivre la démocratie ensemble. Merci beaucoup. Et en parlant de démocratie municipale, on peut peut-être aussi parler de Laval. On a commencé à en discuter, même si on parlait aussi sur notre panel des constats qui sont des constats à l'échelle du Québec aussi, puisque finalement, l'échelle de la province influence aussi ce qui se passe au niveau municipal, mais ça nous intéresse particulièrement. Madame Perrault, vous êtes citoyenne engagée, vous avez participé, contribué à des démarches à Laval. Quelle est votre perspective un petit peu là-dessus, sur ces sujets-là, et particulièrement à Laval, puis aussi avec votre statut de doctorante en innovation sociale? Oui, OK. Déjà, justement, par rapport à ma posture de citoyenne engagée, je trouve ça super intéressant, en fait, ce qui a été mentionné de part et d'autre, autant par Diane que par Jonathan, notamment parce que on le vit au quotidien, justement, cette polarité-là, en tant que citoyen. On a, puis je sais pas pour vous, là, dans la salle, là, mais moi, personnellement, tout ce changement de dynamique-là, notamment, entre autres avec l'ère Vaillancourt, il y a une dizaine d'années, je l'ai beaucoup senti justement comme une opportunité pour s'impliquer. Puis je l'ai vu aussi, j'étais ici même justement au Cabaret de l'Avenir il y a presque une dizaine d'années lorsqu'il y a eu toute la consultation pour le milieu de la culture, pour faire la politique de développement culturel de Laval. Je pense que l'acronyme à l'époque, puis je sais pas si c'est encore le cas, là, mais c'était la PDCRL. Bref. Fait que, oui, hein? OK. Fait que j'étais ici, assise dans la salle. J'ai participé ensuite en tant que citoyenne d'abord, en tant que fille qui s'intéressait beaucoup à la culture, qui avait étudié dans le milieu culturel. Puis pour moi, ça a toujours été, en fait, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'était de voir la frénésie palpable entre les différents citoyens qui s'intéressaient à la culture, entre les différents représentants d'organismes qui étaient dans la salle il y a une dizaine d'années, qui disaient « Enfin, on peut se parler, enfin, on peut faire des choses ensemble, enfin, on peut collaborer. » Puis pour moi, ça a été un élément déclencheur de me dire « Wow, OK, il y a des choses qui sont vraiment possibles ici. » Puis ça coïncidait avec le fait que j'étais nouvellement arrivée sur le territoire lavallois. Je m'impliquais de plus en plus justement avec ma petite famille. Puis je me rendais compte en fait que j'avais envie de faire en sorte de me débarrasser des préjugés que je me faisais coller comme lavalloise justement par des gens qui habitent dans la banlieue de Laval. Donc voilà, fait que pour moi, tu sais, me débarrasser de cette idée-là de ville dortoir de Montréal, de ville de béton puis de centre d'achat, pour moi, c'était important d'incarner ça. Puis je trouvais que il y avait autant un bon momentum à l'époque. Puis ce momentum-là, en fait, il n'est pas fini. En fait, tout le travail qui a été fait aujourd'hui, toute oui, justement, l'importance de s'éduquer puis de s'informer, puis on a de plus en plus d'outils pour le faire, mais je pense que la reconnaissance qui nous est donnée en venant nous consulter, en venant nous permettre de participer à notre vie démocratique, à notre réappropriation du territoire, pour moi, c'est une super belle opportunité aussi pour les citoyens de mettre en lumière
leur savoir expérientiel du territoire, de dire, ben moi, je le sais comment ça se passe sur ma rue, je le sais justement que dans tel raccoin, ben des fois, il y a peut-être un petit peu de besoin de sécurité publique dans ce coin-là, puis de pouvoir justement passer à autre chose, de pouvoir dire, ben j'ai envie qu'il y ait un parc, j'ai envie justement qu'il y ait tel type de développement qui se fasse sur mon territoire. C'est super important parce que c'est nous qui le vivons, ce territoire-là. Fait que de pouvoir l'ancrer dans quelque chose de très, très expérientiel, je trouve ça vraiment, vraiment important. Puis pour moi, ben c'est une porte qui est ouverte pour créer encore plus de liens avec mes voisins, mais aussi avec l'administration publique aussi qui a tant de pouvoir entre ses mains pour faire en sorte que le territoire soit hot ou non. On l'a vu avant qu'il y ait un changement de régime politique. Merci beaucoup pour ces premières réflexions très très inspirantes et un bon dessin en fait du constat qui nous entoure là, le contexte dans lequel on évolue quand on parle de participation citoyenne au Québec et à Laval en particulier. Moi, je trouve ça très intéressant. Vous avez nommé un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs de la participation citoyenne. Vous avez nommé différentes échelles à laquelle on peut participer, différents bénéfices aussi qu'on peut en tirer. L'inclusion, quand vous êtes arrivé à Laval, le fait que ça développe des projets sur plein d'ampleurs et dans plein de domaines différents. On a aussi parlé crise de la démocratie. En effet, il y a des enjeux auxquels on doit faire face dans la décennie qui s'en vient. Donc, ce que ça nous montre finalement, c'est qu'il y a des défis à relever, mais il y a aussi des très belles perspectives d'avenir. Et justement, en parlant d'avenir, je voudrais qu'on passe le pas vers notre prochain sujet de discussion. J'aimerais qu'on se projette un petit peu. En fait, on va faire un exercice un peu de prospective. Là, on aime bien ça, nous, dans l'équipe et de manière générale en participation citoyenne, faire des exercices de prospective, de projection vers l'avenir. Ça fait partie à part entière de nos pratiques et on avait envie de le faire avec vous ce soir. On le fera tout particulièrement dans l'atelier qui suivra ce panel de discussion. Mais pour mettre le couvert, moi, j'avais envie de commencer à en discuter avec vous maintenant. Donc, j'ai une question à vous poser, puis j'aimerais vous entendre à tour de rôle. Si vous deviez dépeindre le Québec idéal de 2035 en matière de participation citoyenne, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Vaste question. J'aurais deux thèmes à aborder. D'abord, la démocratie économique. Je souhaite que d'ici la prochaine décennie, les citoyens participent à la démocratie économique, qu'ensemble, on puisse décider le type d'économie et de développement économique qu'on veut, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les citoyens participent pas à la démocratie économique, ils participent à d'autres formes de démocratie, mais pas celle-là. Or, à mon avis, l'économie, c'est ce qui nous lie, c'est les liens, les relations que nous avons ensemble. Donc, ce serait bien si on pouvait co-décider l'économie. La deuxième chose, je sais que Laval a déjà mené un exercice de design prospectif avec Transition en commun. Donc, je trouve que le design prospectif, c'est super intéressant parce que ça permet de donner un cadre. On dit souvent que les gens créatifs aiment les cadres. Créer sans cadre, c'est pas évident. Donc, de donner un cadre aux citoyens en disant quels sont les futurs possibles compte tenu de toutes les limites existantes et à l'intérieur de ces futurs possibles-là, quels sont les futurs souhaitables? Qu'est-ce que nous, comme Lavallois, qu'est-ce que nous, comme Montréalais, comme Sherbrookeois, souhaitons comme futur? Donc, je souhaite que dans les 10 prochaines années, les citoyens participent à la démocratie économique et qu'on puisse ensemble faire des exercices de design prospectif pour trouver les futurs souhaitables vers lesquels on veut aller. Merci beaucoup. Design prospectif et co-décision économique. Madame Perrault? En fait, je constate que Laval se dote de plus en plus de superbes politiques, en fait, pour aller plus loin, impliquer de plus en plus les citoyens. On en a eu justement un bel exemple avec cette nouvelle politique de participation citoyenne qui a été adoptée la semaine passée. Hey, c'est quand même hot. Puis bon, je me suis amusée aujourd'hui à aller lire le document parce que merci. C'est pas trop long, hein, maximum 12 pages. Je pense qu'ils en ont distribué quelques versions dans la salle. Pour le chevet, c'est oui, puis pas trop endormant, hein, franchement, non, ça se lit bien, ça se lit très très bien. Ceci dit, tu sais, je voyais, en fait, j'étais super contente de voir justement cette idée-là de participation, de codécision sur lequel justement vous avez mis un peu de poids tout à l'heure. Puis pour moi, en fait, puis je lisais le rôle qui était attribué aux citoyens, qui là je pourrais pas le citer là, mais qui allait vers s'informer, puis justement
faire part justement de leurs besoins. Puis pour moi, en fait, mon souhait pour cet avenir-là, cette participation future-là, c'est vraiment de dépasser la simple consultation. J'espère, je rêve en fait que tout le monde dans la salle, ben on puisse non pas seulement agir pour être consulté, mais qu'on ait le courage en tant que citoyen de pousser nos administrations, de pousser justement nos élus à nous faire plus de place pour qu'on puisse agir, qu'on puisse co-décider ensemble, puis qu'on puisse vraiment agir, poser des gestes qui nous ressemblent, qui sont à notre portée, mais qui vont faire en sorte que, ben, on n'attendra pas que ce soit juste les élus ou juste les fonctionnaires qui passent pour régler le problème, qu'on se dise, ben, Colin, j'ai ce pouvoir-là, moi aussi, d'agir, puis de venir mettre la pierre, justement, pour la pierre sur l'édicule pour faire en sorte qu'on règle ces différents problèmes-là auxquels on fait face en tant que citoyenne dans notre vécu à nous. Merci beaucoup. En effet, j'ai l'impression que la codécision de cette politique de consultation publique, cette nouvelle version, a vraiment marqué vos esprits. On est très heureux et très heureuse parce que pour nous, c'est aussi une avancée majeure. On est très satisfait de s'en aller dans cette direction-là. Il faut passer. C'est comme on rêve de réaliser ça. Exact. Merci beaucoup. Monsieur Durand-Folco, quel est votre avis sur la question? Oui, mais en fait, je suis entièrement dans la même lignée de ce qui a été dit avant, la démocratisation de l'économie, la codécision, le partage du pouvoir. Puis si j'avais à essayer d'anticiper, rêver un peu plus, comment on pourrait aller encore plus loin, donc fantasme démocratique, ou jusqu'où on pourrait aller. Puis c'est bon des fois de se projeter loin. On sait qu'on n'y arrivera pas tout à fait, mais ça donne une boussole, une forme d'horizon pour avancer. Je pense en fait ce qui serait intéressant d'introduire progressivement, là, je sème des idées comme ça, éventuellement expérimenter le tirage au sort, par exemple. Même là, est-ce que ça serait de créer une autre chambre à côté du conseil municipal avec des citoyens et citoyennes tirés au sort, avec des représentants de la société civile, voire des sièges dans le conseil municipal? Ce serait pas de remplacer tous les élus. Les élus se font élire parce qu'ils ont des projets, des idées, ils forment des vraies équipes ensemble. Mais je pense que d'avoir des sièges réservés au tirage au sort, ça permettrait à tout le monde d'être à la fois gouvernant, gouverné, expérimenter ce que ça veut dire. Et pour revenir à un ancien modèle de démocratie participative directe, dans la Grèce athénienne, moi je viens de la philosophie, j'ai un peu étudié ça, ce qui faisait qu'il y avait des assemblées, mais il y avait beaucoup d'instances de tirage au sort. Fait que tout le monde dans sa vie avait au moins la chance, au moins une fois, en fait tout le monde, c'était juste les hommes à l'époque, il n'y avait pas les femmes, les étrangers, les immigrants, tout ça, mais en même temps, aujourd'hui, je pense qu'on a cette ouverture-là, qu'on pourrait penser avoir un rôle à jouer. Deuxième élément, qui est une autre aspiration, ce qui serait intéressant, c'est de faire une pratique démocratique, mais pour avoir des vrais résultats, pour écrire la constitution de la Ville de Laval, ou la charte de la Ville de Laval, par un large processus constituant. Donc, ça a l'air un peu bizarroïde. Il y a des projets d'assemblée constituante qui ont été faits dans différents pays à travers le monde, l'Islande, le Chili, l'Équateur, Bolivie, compagnie. Ça s'est fait à l'échelle municipale aussi, à la Ville de Mexico notamment. La différence de la ville de Mexico, faut dire, c'est plus de 30 millions d'habitants, quasiment la population de tout le Canada dans une ville. Mais ils ont fait un processus, c'est-à-dire que les citoyens et citoyennes ont participé par des assemblées, des contributions en ligne et tout ça, à créer la constitution de la ville ensemble. Quel type de ville on veut avoir, puis c'est la structure de base de la ville. Et je pense que, en fait, pour plus tard, pour le Québec dans son ensemble, ça serait une pratique générale si plein de municipalités, de villes, de villages se dotaient de processus pour se donner leur propre petite charte d'autonomie municipale, mais par la suite pour la faire à la grandeur du Québec aussi. L'idée d'assemblée constituante, moi, c'est un rêve un peu. Peut-être qu'il va pouvoir arriver dans les prochaines 10 ans, on ne sait pas encore, mais c'est une idée extrêmement forte. Puis, je pense qu'ultimement, ce qui serait intéressant pour que les municipalités puissent avoir vraiment le pouvoir d'agir, on sait que les municipalités ont de plus en plus de responsabilités, ils ont des compétences, mais ils n'ont pas toujours les ressources financières pour ce faire. Souvent, on parle en fait que les autres niveaux de gouvernement, les paliers de gouvernement, peltent en fait, les responsabilités dans la cour des municipalités sans leur donner les budgets, mais ça serait d'envisager une décentralisation du Québec et du Canada aussi vers les territoires, les régions, les municipalités. Donc là, je rêve un peu d'un futur idéal qui va peut-être pas advenir, mais je pense que si on veut se projeter dans la démocratie, il faut aller très loin en avant aussi. Exact. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions encore plus inspirantes qui vont vers l'avenir. Nous, on voulait justement mettre ça au cœur de nos discussions de ce soir. En fait, vous avez devancé ma prochaine question, donc on s'adapte dans une discussion, c'est fait pour ça aussi, et c'est le métier. Donc voilà, on fait ça comme ça. Merci beaucoup pour toutes ces belles réflexions. Et moi, j'ai quelques questions qui me viennent en tête, puis je vais les poser comme ça, puis
pouvez y aller comme vous le sentez. Tout à l'heure, on a parlé un peu de sujets comme l'économie ou le climat ou des choses comme ça. Une question qui revient souvent, nous, quand on nous questionne par rapport à nos pratiques, c'est de nous dire, ben oui, mais moi, je connais pas assez ce sujet-là, en fait. Je suis pas assez informé, je me sens pas légitime à participer. Quand on parle de codécision économique, par exemple, on sait que l'économie peut être un sujet qui est très complexe. Comment vous voyez ça, vous, de votre fenêtre, pour donner un peu le sentiment aux citoyens et aux citoyennes qui sont capables, en fait, de participer à leur échelle de connaissances au projet de la ville? Madame Bérard. Mais je pense qu'il faut pas confondre le savoir citoyen avec la connaissance économique. C'est deux choses différentes. Puis Marianne a été super bonne pour expliquer c'est quoi l'expertise citoyenne. Je sais les nombres d'autos qui passent sur ma rue. Je sais quels sont les coins qui sont pas sécuritaires. Je sais, dans mon être, j'ai une expérience citoyenne. Mais non, je comprends pas les tenants et aboutissants de la crise climatique si tout ce que j'ai lu, c'est les gros titres des journaux. Donc, il faut formaliser un savoir et donner accès à cette connaissance-là de façon très, très, très démocratique. Donc, et très simple. Moi, je crois que les plus grands experts sont ceux qui sont capables d'expliquer les choses simplement, sinon tu es un expert pour personne, finalement. Donc, de faire des capsules. Donc, les villes, si elles veulent que leurs citoyens soient des citoyens experts, non seulement experts de leur expertise, mais experts de la situation socio-économique, il faut créer de l'information, il faut la créer de façon simple, agréable, ludique, et ça se fait. Je veux dire, j'en regarde des tonnes d'informations économiques qui sont mal faites, mais j'en vois plein qui sont bien faites aussi. Puis sur le climat, il y a tellement de travail à faire pour informer les citoyens de ce qui se passe. Puis comme dit Jonathan, tout est pelleté dans la cour des municipalités. C'est le seul gouvernement de proximité, c'est le seul où vous avez vos élus dans la face quand vous voulez, une fois par mois. Donc oui, c'est clair que on n'y arrivera pas si on n'explique pas clairement quelle est la situation. Puis aussi, quels sont les pouvoirs. Moi, souvent, quand je fais des chroniques, j'explique que quels sont les pouvoirs des villes aussi, quels sont les pouvoirs, les instruments, tout ça. Donc, il y a des ateliers à faire sur d'où vient l'argent, de dire l'argent que les villes ont vient d'où. C'est pas magique. Puis, à un moment donné, quand on dit, bon, on veut pas hausser le compte de taxes, ben, dans ce cas-là, il faut que l'argent vienne d'ailleurs. Oui, mais je veux pas de mesure d'éco-fiscalité, mais l'argent va venir d'où? Si je taxe pas votre maison puis que je peux pas taxer votre comportement climatique qui est négatif, je vais le prendre où, l'argent? Donc, il y a juste cette base-là de dire c'est quoi, d'où vient l'argent des municipalités, comment il est alloué. Déjà, il y a des informations importantes là. Merci beaucoup. Oui. Pour faire à la fois du pouce, mais aussi partager un peu mon vécu, pour avoir pris part à comme plusieurs personnes, là, il y avait bien des mains tantôt qui se sont levées dans la salle, là. Comme plusieurs personnes, j'ai participé à quelques activités de consultation publique ou encore à quelques activités où justement on venait solliciter l'intelligence collective. Je vois Louise du pôle régional d'économie sociale qui est ici. Ils en font plein justement avec le pôle. On en a fait plein à Laval en transition. Laval Zen aussi justement fait plein d'activités justement qui vont dans ce sens-là pour aller chercher le pouls de la population. La ville en fait également. Mais généralement, tu sais, quand on se dit, bon, ben, let's go, c'est un sujet qui m'intéresse ou que je crois qu'il pourrait être intéressant, ben, généralement, il y a quand même un peu de mâchage d'informations qui est faite pour nous aussi. Là, on nous pitche pas, justement, autour d'une table avec des post-it en nous disant, voici! Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez, puis on vous forme pas avant. Fait que, en tout cas, moi, j'ai jamais vu ça, justement, participer à une activité où il y avait pas préalablement un peu d'explication sur c'est quoi le contexte, c'est quoi les freins, c'est quoi les possibilités. Fait que au moins, lorsqu'on prend part à des activités participatives, ce cadre-là, cette espèce de processus-là de faire la participation inclut ça. Fait que pour le citoyen ou la citoyenne qui est pas trop sûr de, OK, j'ai envie, c'est un sujet qui m'intéresse, mais je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais apporter, ben faites-vous-en pas, tu sais. Vous allez trouver une option, vous allez trouver un angle, c'est certain, là, je vous le jure. Là. C'est juste génial ensuite. Merci. Ben nous, de notre côté de la barrière, quand on est en consultation, on trouve ça génial aussi, donc on est content que des deux côtés, ça se passe comme ça. Monsieur Durand-Folco, tout à l'heure, vous vouliez peut-être compléter sur ce sujet-là aussi de l'information.
Oui, mais en fait, pour essayer de rebondir sur ce qui a été dit, et comment moi, je conceptualise c'est quoi la démocratie dans ma tête et comment je l'enseigne à mes étudiants et étudiantes. On le dit des fois, c'est pas juste le vote une fois tous les 4 ans. Ça, c'est une des composantes du système de démocratie dans lequel on vit. Mais c'est la discussion, c'est la participation. On le dit aussi, il y a plein de façons de s'impliquer, de contribuer. Mais moi, comment je le vois au sens fort du terme, la démocratie, c'est un processus d'apprentissage collectif. C'est apprendre ensemble à s'informer sur nos milieux, à essayer de résoudre des problèmes ensemble, puis arriver à s'entendre ensemble sur comment on va résoudre nos problèmes. Et de faire ça, en fait, puis là, je m'inspire d'un philosophe américain qui s'appelle John Dewey, qui a été, en fait, quelqu'un dans le courant pragmatiste, qui a aussi formé des vraies écoles, il a expérimenté des nouveaux courants pour essayer d'éduquer les jeunes, les enfants, en fait, à comment apprendre la démocratie. Et pour lui, on dit souvent, on a l'éducation qui arrive en premier, puis après ça, la démocratie arrive après. Mais lui va dire, en fait, c'est un processus où les deux vont ensemble, vont de pair. Et le processus démocratique est un espace d'apprentissage, d'expérimentation où on apprend à faire des choses. Puis quand, entre autres, il y a un projet qui se présente, des fois un projet de développement immobilier, un projet industriel ou X ou Y, il y a des gens qui sont inquiets, des fois des gens qui sont enthousiastes. Ils vont s'informer, ils vont participer, ils vont faire leur propre enquête. Et l'idée qu'on va faire une enquête ensemble, puis on va avoir une diversité de perspectives autour de la table pour essayer de résoudre le problème ensemble. Peut-être qu'on s'entendra pas, c'est sûr, des fois, il y a des conflits, il y a des rapports de pouvoir, il y a autre chose, mais ultimement, la démocratie, à quoi ça sert? C'est apprendre à voir un problème sous différents angles à la fois, puis arriver à essayer d'améliorer les projets, ou si on se rend compte que le projet sert pas l'intérêt du bien commun ou l'intérêt général, ça sert juste les intérêts d'une minorité, on bloque le projet, mais on veut pas que la démocratie soit juste qu'on bloque des projets, on veut faire des projets ensemble, on veut avancer, puis la démocratie, c'est ce processus-là de va-et-vient, de tâtonnement, d'apprendre à faire des choses ensemble. Fait que pour moi, plus qu'on a de démocratie, plus qu'on va s'éduquer, plus qu'on va apprendre à faire des choses ensemble, plus que la démocratie va se nourrir elle-même. Mais si on brise la démocratie, on la nourrit pas, on l'entretient pas, c'est là qu'il y a de la perte de confiance, c'est là qu'on manque, on a un sentiment d'impuissance, c'est là que les gens s'informent moins, ils trouvent que la chose publique, ça les concerne pas, puis c'est un cercle vicieux. Donc, le cercle inverse du cercle vicieux, c'est le processus de la démocratie. J'aimerais ça renchérir sur ce que Jonathan a dit, puis je ferai une comparaison entre les enfants qui entrent à l'école puis les citoyens dans un projet. Les enfants qui entrent à l'école rentrent pas tous à l'école égaux. Il y en a certains qui, à la maison, ont eu beaucoup d'accompagnement, d'informations. Il y en a qui arrivent puis ils savent lire, ils savent compter. Il y en a d'autres qui arrivent à l'école puis malheureusement, ils n'ont pas eu ça. Puis ce que j'entends de ce que Jonathan dit, je suis d'accord à moitié. Parce que on peut pas apprendre tout le monde ensemble. Il y en a qui partent de trop en avant, les autres vont être trop en arrière, d'où l'importance qu'en plus, il y ait de l'information générale. Je suis d'accord je trouve ça beau le processus de travailler ensemble, mais je pense aux enfants à l'école, puis il y a des citoyens qui partent pas de la même place, et moi j'en ai vu des groupes, j'ai couvert ça beaucoup, où finalement, il y en a qui sont largués parce qu'ils veulent participer, mais les autres sont tellement rendus loin que finalement, les enjeux, ils les comprennent, et les autres, ils sont juste au stade. Il y a une différence entre comprendre un projet puis comprendre un enjeu. On peut comprendre qu'on va faire un parc éponge on peut entendre qu'on va faire un parc éponge, mais de comprendre tout ce qu'il y a derrière puis pourquoi c'est important puis qu'est-ce que ça change, ça, c'est comprendre un enjeu. Donc, moi, je veux juste m'assurer que j'ai vu ça trop souvent, des groupes où il y avait des citoyens beaucoup trop en avance pour les autres puis que les autres ont débarqué, d'où l'importance d'informer sur les enjeux, pas juste sur les projets. Puis informer sur les enjeux, c'est pas un travail ponctuel, c'est un travail structurel. Fait que la ville, il faut qu'elle informe sur les enjeux, tout comme on a une job à faire dans les médias, tout comme plein d'autres mondes ont à le faire. Puis après ça, informer sur un projet, c'est autre chose. Fait que je voulais juste rajouter que je suis d'accord avec toi, mais il faut penser aux citoyens qui partent de plus loin. Super, merci beaucoup. Un peu de nuance aussi, et c'est souvent au cœur de nos discussions avec les citoyens et les citoyennes, c'est de mettre de la nuance dans le débat. Donc, merci beaucoup pour challenger un peu ça. Et moi, ce que j'ai entendu de ce que vous disiez il y a quelques instants, c'est aussi la question de l'expérimentation. On est dans la démocratie participative
constamment en train d'expérimenter de nouvelles pratiques, des nouveaux outils. Nous, à Laval, on aime ça, expérimenter. Récemment, on a mis en place un nouveau modèle d'assemblée de quartier. On a notre budget participatif qui arrive bientôt à échéance, la deuxième édition. On est en train aussi d'expérimenter de la gouvernance collaborative sur certains de nos projets municipaux. Donc, on aime ça expérimenter. On a ajouté ce volet de codécision dans notre politique, comme on l'a déjà mentionné tout à l'heure. Moi, j'aimerais savoir, en quelques mots, là, comment est-ce que vous voyez ces avancées? On en a déjà parlé un petit peu, mais notamment, Monsieur Durand-Folco, vous parliez du tirage au sort. On a essayé de l'intégrer dans notre modèle d'assemblée de quartier à un certain niveau. Donc voilà, comment est-ce que vous voyez où on se situe en ce moment à Laval et est-ce qu'on va dans le bon sens? J'ai cru comprendre que oui, mais j'aimerais en savoir un petit peu plus. Oui, donc je peux me lancer. Je dirais, il faut expérimenter comme vous le faites, puis de ce que je crois voir, sans l'avoir moi-même vécu, parce que je suis dans une autre ville, dans une autre municipalité, puis je compte un peu m'inspirer de ce que vous faites pour amener ces idées-là du côté de Gatineau notamment, pour expérimenter nous aussi ces formes-là de démocratie. On n'est pas aussi avancé qu'ici, mais je dirais ce qui va être important, puis ce que vous êtes peut-être déjà en train de faire, c'est de faire de la documentation, de la recherche, puis d'être assez sincère. Puis je pense que c'est ça un peu le défi qu'on expérimente. Parce qu'on veut rendre des comptes, on veut montrer tous les beaux côtés qu'on a fait, mais des fois, il y a des angles morts, des choses qui ont moins bien fonctionné. Puis c'est un peu difficile des fois parce qu'on veut pas dire, là, aujourd'hui en plus, il faut célébrer, en fait. Puis je pense que c'est extrêmement important. Il faut pas juste s'auto-flageller, dire tous nos problèmes. Il faut montrer tous les accomplissements qui ont été faits. Mais quand on est dans l'évaluation, c'est dire, OK, c'est quoi qui a moins bien marché, puis comment on pourrait améliorer les choses pour la prochaine itération, la prochaine fois, puis comment on peut avancer. Puis des fois, il y a des processus de participation citoyenne qui sont peut-être pas adaptés à ce qu'on a envie de faire. Peut-être qu'il faut en faire un autre aussi. Donc, il y a comme vraiment un travail de évaluation. Je pense que la recherche universitaire, entre guillemets, comme moi, je fais un peu d'autopromotion, on a un rôle à jouer, mais ça doit pas être confié juste à différents experts universitaires qui viennent dire puis qui viennent documenter comme des rats de laboratoire. On regarde les citoyens comment ça a fonctionné. Il faut que les citoyens et citoyennes, dans le processus, puissent amener leur avis, faire de la rétroaction, puis je pense que vous avez déjà ça, puis il y a ça souvent dans la participation citoyenne, des sondages sur la suite du projet. Comment ça a été? Est-ce que vous avez aimé l'expérience? C'est quoi qui pourrait être amélioré? Donc, d'être dans une perspective d'amélioration continue, puis je sais pas si vous êtes en train d'appliquer ça à l'heure actuelle, je fais l'hypothèse que oui, c'est ça qui va aider à renforcer puis à améliorer les processus démocratiques, parce que c'est rare que on le lance, première fois, c'est absolument parfait, tout le monde est aux anges, ça va bien. Des fois, ça va très bien au début, mais on leur fait une année suivante, puis là, on voit que ça s'essouffle. Donc, pourquoi ça s'essouffle? Donc, il y a plein de choses qu'il faut que vous posez comme question, mais je veux pas vous raconter ce que vous êtes peut-être déjà en train de faire. Donc, c'est ça. Ça s'en vient, c'est en chemin, on est en train d'y réfléchir, on le fait déjà à un certain niveau, mais on est en train d'essayer de le pousser davantage. Là, je m'excuse, là, j'étais comme trop captivée par Jonathan. Il va falloir que vous me redisiez votre question, Adrien. Ah oui, pas de souci. Je parlais finalement des avancées qu'on a eues à Laval dans les 10 dernières années. Comment vous voyez ça de votre œil, même si on l'a déjà un peu abordé? C'est toujours intéressant d'avoir vos points de vue un peu plus approfondis. C'est sûr que, c'est ça. J'en ai un peu parlé tantôt. Pour moi, c'est juste du positif, en fait, ce qui est en train de se passer. Puis j'ose croire qu'il y aura juste encore plus de positifs pour les citoyens dans l'avenir. Tu sais, on a parlé tout à l'heure justement de polarisation, un peu plus justement dans les points de vue de différents courants de pensée, du fait aussi que des fois justement les connaissances sont pas toujours au même niveau entre les citoyens. Puis c'est vrai que la participation citoyenne, c'est pas toujours facile, on va se le dire. Des fois, on s'assoit autour d'une table, puis finalement, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas d'accord avec la personne qui est notre voisin ou notre voisine autour de la table, puis qu'on a des vues qui sont diamétralement opposées. Mais c'est correct. Faut comme faire la paix avec ce genre de situation-là, puis se dire, OK, c'est correct. On respire un bon coup, puis après ça, on se dit, OK, qu'est-ce qu'elle veut dire? Pourquoi elle pense ça, cette personne-là? Puis il faut être curieux, en fait. Puis c'est une posture qu'au tiers-lieu, on nourrit beaucoup, puis qu'on encourage tellement. Fait que je vais nommer cette posture-là, qui est la posture de présomption d'égalité des intelligences. Tu sais, on est tous et toutes capables d'apprendre. On est tous et toutes intelligents. La preuve, dans cette salle, on s'est tous levés un matin. Vous vous êtes tous habillés. Vous vous êtes rendus jusqu'ici. Vous avez trouvé le chemin jusqu'à la salle, ce qui est pas toujours facile. Donc, mais tu sais, on est tous et toutes intelligents, là, à un certain niveau, là. Mais on a tous des intelligences qui sont différentes. On a tous des niveaux de connaissances qui sont différents.
Puis c'est pas grave, parce que moi, si justement j'ai une connaissance sur un domaine qui est bien pointu, peut-être que mon voisin, lui, a une autre connaissance qui va me nourrir, moi, puis qui va faire en sorte qu'au final, ben, faut juste être capable d'être respectueux les uns envers les autres, puis mon Dieu que ça manque le civisme de nos jours. Alors, envers les personnes qui pensent pas la même chose que nous, fait que d'être curieux, de poser des questions, puis de se dire, hey, c'est correct qu'on ne soit pas d'accord. Ça changera probablement pas à la fin de cet exercice-là. Puis c'est correct aussi. Mais au moins, je vais avoir compris ton point de vue. Puis tu vas peut-être, justement, parce que je vais avoir été curieux de ton point de vue, tu vas peut-être avoir été aussi curieux de mon point de vue. Puis s'autoriser, justement, de s'inviter mutuellement. Est-ce que j'ai positionné? De s'inviter mutuellement, justement, à être curieux du point de vue de l'autre. C'est ça qui va nous rapprocher les uns les autres, puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être capable de faire, de décider, puis de mieux vivre ensemble. Puis pour moi, la participation citoyenne, ce qui a été commencé il y a une dizaine d'années, mais ce qui doit se poursuivre aussi, doit tendre vers ça, absolument. Super, merci beaucoup. C'est ce qui fait la diversité de nos démarches et la richesse de nos démarches. D'abord, moi, je veux Marianne comme voisine. Vous êtes d'accord, hein? Je pense que si tu déménages, tout le monde va vouloir que ce soit toi, que tu sois leur voisine. Oui, moi, je te veux comme voisine. Mais ce que Marianne nomme, qui est tellement beau, c'est que la participation citoyenne est un lien social. C'est ça qui est beau. C'est qu'ultimement, ce qu'on veut, c'est créer des milieux de vie. Ce qu'on veut, c'est pas créer des alignements de rue, c'est pas créer des maisons, c'est pas c'est créer des milieux de vie. Puis effectivement, c'est le lien entre Jonathan et Marianne. Marianne parle de lien social dans les activités qu'elle fait. Jonathan parle de rêver ensemble, de créer ensemble, mais c'est ça. Le gros bonus de la participation citoyenne, c'est pas juste d'avoir son mot à dire, c'est qu'est-ce qu'on dit en anglais, c'est pas it's not the destination, it's the journey, mais c'est le voyage qu'on fait ensemble. C'est ça que je découvre en vous entendant, c'est que oui, il faut avoir notre voix auprès des instances politiques, auprès des instances économiques, mais il y a le chemin qu'on fait ensemble aussi, qui fait qu'on se sent en sécurité dans nos quartiers, qui fait qu'on sent que pendant la pandémie, qu'on a senti qu'on pouvait demander de l'aide pour garder nos enfants quand il fallait qu'on fasse un Zoom, parce que si. Donc, c'est ça, c'est le lien social qu'on a créé à travers ces activités-là. Donc, il y a la finalité, mais il y a tous les bénéfices en chemin aussi qui sont super importants. Exact, et merci beaucoup de le dire. C'est vrai que je pense que peut-être des personnes dans la salle aujourd'hui qui ont contribué à certaines de nos démarches dans les 10 dernières années pourront en témoigner. Souvent, les retours qu'on a aussi, c'est la transformation des gens au travers des démarches, de se dire « Ah ouais, j'ai vraiment compris que je pouvais en fait avoir une influence sur ce qui se passe autour de chez moi et j'ai vraiment apprécié l'expérience. » Donc ça, c'est un vrai retour positif. Il doit nous rester 2 minutes avant de passer à la séance de questions avec les personnes qui sont présentes ce soir. J'aimerais, en 2 mots, vous poser une dernière question. Si vous deviez nous donner 1 ou 2 prochaines étapes à mettre en œuvre là dans les 10 prochaines années, ce serait quoi les prochains échelons pour réenchanter notre démocratie municipale? Je pense qu'on réenchante la démocratie à travers les gens. Donc, j'avais déjà entendu une élue qui m'avait dit si vous n'arrivez pas à passer vos projets, ben changez d'élu. Donc c'est à travers les élus. Je sais que les gens au conseil municipal en ont beaucoup sur les épaules. Je sais que c'est difficile de faire de la politique, mais c'est quand même les élus qui nous inspirent, c'est eux qu'on regarde, c'est eux qui font qu'on a envie de les. C'est ce qui fait est-ce qu'on a envie de les croire ou pas. Donc, on réenchante la politique à travers les humains, puis on l'a vu quand il y a eu le renouveau municipal aux dernières élections. Il y a eu comme une vague d'amour envers des élus. Il y en a qui sont tombés au combat depuis parce qu'ils ont été durs avec eux, mais c'est à travers les humains qu'on réenchante la démocratie. Merci. Oui. Là, je serais pas capable en 2 mots. Mais clairement, pour moi, tu sais, je suis tout à fait d'accord. J'ai envie de bonifier en disant, oui, les élus, mais oubliez pas, chers concitoyens, concitoyennes, qu'on a aussi un pouvoir d'action, puis qu'il faut être courageux. Puis la participation, c'est pas juste d'informer, de se plaindre, de chialer. C'est aussi des fois de dire, hey, Colin,
je peux me remonter les manches puis passer à l'action moi aussi. Je peux m'impliquer, je peux faire du bénévolat, je peux siéger sur des conseils d'administration, je peux aller au conseil municipal, je peux faire entendre ma voix, je peux... Crime, il y en a des mauvaises herbes. Je sais pas si les cols bleus vont me faire un grief. Je sais même pas s'ils peuvent. Mais je vais les enlever, les mauvaises herbes qui me tannent. Puis je vais aller le sabler dans le terrain de baseball parce que ça fait 3 fois que j'appelle le 3-1. Puis pour eux, c'est pas encore prioritaire. Les fonctionnaires sont débordés. Et passons à l'action. Merci. On appelle à l'action. Oui. Monsieur Durand-Folco, en 1 minute avant la période de questions. Oui, mais en fait, dans cette idée-là de co-création, j'aime beaucoup le mot. En même temps, ça peut devenir un principe vague, un peu abstrait, tout ça. Puis peut-être que vous avez déjà prévu quel serait un projet concret dans un espace, un bâtiment, une infrastructure, un service ou un projet où il y aurait une vraie co-création. Puis là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans les faits? Puis c'est là que le diable est dans les détails, comme on dit. Mais comment on fait pour le faire aboutir? Alors, je pense que faire de la co-création à grande échelle de la ville d'un coup, s'il n'y a pas la culture de la participation assez élargie, ça va être souvent les mêmes qui participent déjà qui sont là, mais avec un projet concret pilote, voir comment ça peut être expérimenté, puis voir comment est-ce qu'on partage la décision ensemble. Donc, les élus auront un rôle à jouer. Il faut pas que ce soit eux qui soient ceux et celles qui tranchent ultimement puis qui prennent la décision finale, puis après ça, les citoyens, ils vont avoir juste été consultés. Les fonctionnaires ont un rôle à jouer, des professionnels, des citoyens, des habitants, puis comment on les fait arrimer ensemble pour un vrai projet concret. Puis on est capable de faire ça, mais je sais pas c'est quoi le projet, c'est quoi le bon territoire, c'est quoi la bonne approche. Mais faire un projet pilote de co-création, de grande envergure aussi, au-delà peut-être d'un projet dans un parc, quelque chose qui est plus vaste, mais j'ai pas d'idée concrète. Peut-être que vous avez ce genre d'idée-là ici. Je t'ai-tu déjà parlé du collectif autour d'une tasse? Non. OK, il va falloir que je te parle de quelque chose. Merci beaucoup. C'est très inspirant, Merci. Des responsabilités diversifiées et surtout de le faire ensemble. Je pense que ça peut être le mot d'ordre et le mot de la fin de notre discussion avant la période de questions. Merci beaucoup à tous les trois pour les échanges de ce soir. Merci beaucoup. On vous récupère un micro pour tourner dans la salle. Mes collègues vont être présentes pour vous passer le micro si vous avez des questions. C'est le moment. On a 15 minutes devant nous pour poser quelques questions à nos panélistes. Il y a monsieur ici au milieu de la salle qui lève la main. On va venir vous voir avec un micro tout de suite. Un, deux, trois, oui. J'ai une question par rapport à la participation citoyenne, surtout par mon ancien métier. Comment on intègre les enfants, les élèves du primaire et du secondaire dans cette participation-là, parce que c'est les futurs citoyens qui vont profiter dans 10 ans de ce qu'on va décider pendant ces dernières journées-là. Merci beaucoup. Très bonne question. Est-ce que l'un de vous veut se... Moi, je crois beaucoup aux institutions. Donc, on fait des exercices de parlement avec eux. On leur fait voter des budgets. On leur fait décider les projets pour leur école. Mais moi, je crois beaucoup à recréer l'institution dans leur école. Donc, on fait un parlement, on fait des votes. En même temps, ils vont apprendre les rouages de la démocratie comme ça. Je pense que après ça, qu'ils viennent aussi en démocratie municipale, mais d'abord les initier à la démocratie, au fonctionnement de l'appareil démocratique. Je trouve que, puis à chaque fois que j'ai vu des enfants qui l'avaient fait, ils sont toujours super fiers de dire qu'ils ont été ministres de ci, puis qu'ils ont passé telle loi, puis ministres de ça, puis c'est souvent étonnant les lois qui vont passer. C'est pas celles qu'on pense, nous, les adultes, qui sont importantes pour eux. À l'école de mes enfants, il y a beaucoup de moments où la classe vote sur des propositions faites par d'autres enfants. Puis je trouve qu'il y a là quelque chose d'assez chouette, justement, que les professeurs ont été capables d'instaurer. Puis qui fait en sorte que, justement, les enfants peuvent amener des propositions, justement, sur la prochaine sortie scolaire, sur comment on devrait voir telle matière, ou puis même au niveau pédagogique, là, les enfants sont impliqués, justement, pour dire, moi, je pense qu'on devrait faire ça de telle façon, on pourrait faire une présentation orale, une pièce de théâtre, puis ensemble, ensuite, ils vont décider. Puis, pour moi, c'est aussi, oui, vivre les institutions, mais vivre le pouvoir d'agir, la mise en action, le pouvoir de décider collectivement. Pour moi, il y a quelque chose là qui est vraiment le fun. Puis de pouvoir débattre aussi ensemble. On oublie combien le débat, c'est important. Puis à cet âge-là, de pouvoir faire en sorte que les enfants puissent commencer à débattre, c'est vraiment, vraiment le fun. Il sort effectivement toujours des choses vraiment intéressantes puis beaucoup de sentiments de fierté. Oui, en fait, donc pour reprendre ce qui a été dit notamment,
crois beaucoup, en fait, à la nécessité de commencer extrêmement jeune l'éducation à la citoyenneté, la démocratie. Notamment, moi, je viens de la philosophie à la base. Il y a quelque chose qui s'est développé depuis une vingtaine d'années, c'est la philosophie pour enfants. Dès 5 ans, il y a des petits ateliers qu'on peut faire. On met les gens en cercle, puis on parle de questions qui ont l'air un peu vagues comme ça. Qu'est-ce que la justice, la vérité, la question du bien et du mal dans les situations? Puis on dit, les enfants, ils pourront pas répondre à ça. C'est des questions comme la philo rendu au cégep. Le niveau de profondeur, d'intuition qui sont présentes, on peut faire, en fait, émerger de l'intelligence, la sagesse avec des enfants de 5 ans. Puis je pense pour la démocratie notamment, il y a des différentes expériences de budget participatif, notamment on en parle en ville, mais dans certaines écoles secondaires. Au Québec, j'en ai pas entendu parler, peut-être qu'il y en a. Il y en a. Je vois ici Véronique du Centre d'écologie urbaine de Montréal notamment. C'est cool s'il y en a, puis j'aimerais ça en apprendre plus après. Il y en a en France notamment, donc on peut faire ça. Autre chose aussi, il y a le conseil des jeunes qu'on peut parfois instituer à l'échelle d'une ville. À Montréal, le conseil jeunesse de Montréal, mais jeunes, c'est souvent 18 à 35 ans, par exemple. Mais ça serait peut-être cool d'avoir un conseil des enfants. Ça a l'air un peu étrange, avec des enfants de 5 à 15 ans, mais là, je sais pas, enfants, peut-être là, c'est rendu ado. Peut-être qu'il y a comme enfants, il y a ado et tout ça. Puis leur donner une voix pour de vrai. Puis quand on se met, comme les enfants racontent leur expérience du milieu, du territoire, de leur rue pour se rendre à leur école, d'autres choses, les enfants peuvent avoir des idées extraordinaires. Donc moi, je suis pour le fait d'expérimenter ce genre de choses. J'ai amené mes enfants, en fait, dans les expériences de rue, là, tu m'as fait flasher. J'ai amené ma fille à venir participer puis à prendre la parole lors d'un conseil municipal une fois dans mon existence avec elle. Puis bon, elle a touché tout le monde, mais ce qu'elle venait partager, c'était son vécu justement dans son quartier, dans sa ville, et son expérience à vélo, entre autres, pour se rendre à l'école. Puis c'était extrêmement intéressant d'avoir son point de vue d'enfant sur son sentiment de sécurité, Fait qu'il y a vraiment, effectivement, une panoplie de choses on peut faire à l'école, mais qu'on peut aussi faire à l'extérieur de l'école, les emmener voter avec nous. Maintenant, elle a 11 ans. Elle avait 9 ans. Merci beaucoup pour ces réponses inspirantes. Sachez que à Laval, on a ce sujet à cœur aussi. On y réfléchit beaucoup avec l'équipe. On fait partie d'une communauté de pratique à l'échelle québécoise sur des réflexions pour engager davantage les enfants dans les pratiques de participation citoyenne et aussi sur notre modèle d'assemblée de quartier. Sachez que pour y participer, il n'y a pas d'âge. Vous pouvez venir avec vos enfants dans les assemblées de quartier. Pour l'instant, Monsieur Warnett le mentionnait tout à l'heure, on en a une dans Duvernay et une dans Auteuil. Donc vous y êtes invités si vous résidez dans le secteur ou autour. Et pour faire partie du comité de coordination, l'âge minimum, c'est 16 ans. Donc on essaye aussi d'impliquer nos jeunes dans nos démarches de participation. Merci beaucoup pour cette question. Question suivante. Oui, madame. Ah, pardon, monsieur, excusez-moi, je vous avais pas vu. Madame, dirigez. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, une décennie de participation publique, ça célèbre. Alors, il faut remercier la ville de l'avoir organisé parce qu'on partait de très loin. Alors, on est très content d'être ici ce soir et de discuter entre nous et avec vous, éclairés par vos réflexions, des 10 prochaines années. Alors, elles sont très importantes. Mon nom est Jean Savard. Je suis un citoyen de Laval depuis 35 ans, un citoyen engagé dans les conseils d'établissement des écoles quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, au sein d'un organisme qui s'appelle la revitalisation urbaine intégrée de Pont-Viau, qui est un incubateur d'initiatives citoyennes. C'est dans mon quartier, mais je suis aussi membre avec Diane du conseil d'administration de l'Institut du Nouveau Monde, où on travaille à l'échelle québécoise à favoriser la participation des citoyens à la vie démocratique en incluant beaucoup d'activités d'éducation à la démocratie. On a beaucoup parlé ce soir de la voix citoyenne, de l'intelligence collective, évidemment de participation publique, d'expertise, de parties prenantes aussi. Mais parmi les parties prenantes, on s'est concentré autour des citoyens. On a très peu parlé des organismes de la société civile. Et c'est ma question aux panélistes porte sur le rôle des organismes de la société civile quand on l'associe beaucoup à l'échelon supplémentaire que la Ville a ajouté à son échelle de participation publique, qui est celui de la codécision, de la gouvernance participative. Alors j'aimerais que vous puissiez nous éclairer nos échanges qu'on aura tantôt sur le rôle des organismes de la société civile. Je pense notamment, et à Laval, il y a des organismes de la société civile qui disposent d'une forte expertise. Je vois Louise Aubert devant moi,
qui est la directrice générale du pôle régional d'économie sociale, qui a une forte expertise en économie collective. Diane, tu y faisais appel tantôt. Il y a Culture Laval, il y a le Conseil régional de l'environnement, il y a Canopée, il y a plusieurs organismes de la société civile lavalloise qui disposent d'une très grande expertise. Alors, comment on pourrait, quel serait leur rôle? Quel est le rôle de la concertation et comment on peut les associer davantage à la réflexion et à la mise en œuvre de projets à travers les processus de gouvernance participative? C'est le sens de ma question. Merci. Merci beaucoup pour cette question donc sur le rôle des organismes communautaires dans nos démarches et leur association à la codécision. Ben, ça revient à l'histoire de l'information. Je veux dire, que ce soit les organismes communautaires en sécurité alimentaire, que ce soit des organismes communautaires en itinérance, peu importe les enjeux sur lesquels ils travaillent, c'est sûr qu'ils ont un rôle à jouer d'information. Ils doivent être consulter et pas plus que consulter, ils doivent avoir des recommandations à faire à la ville sur l'allocation des budgets, quels sont les enjeux criants. Si tu as les organismes en itinérance, par exemple, je pense à cet enjeu-là parce qu'il est tellement sérieux, devraient avoir voix au chapitre auprès de la ville, auprès des élus et des fonctionnaires qui sont responsables de ce dossier-là pour les informer de la situation et pour s'asseoir avec eux puis regarder qu'est-ce qui doit être fait. Donc, c'est clair que c'est des mines d'informations et qui doivent pas être juste reçues une fois par année de façon polie. C'est sûr que les organismes ont une information qui est très différente de celle du citoyen. Là, c'est pas du tout le même degré d'expertise. Là. Merci beaucoup, Mme Perrault. Monsieur Dion-Folco. OK. Ben, en fait, je suis tout à fait d'accord, en fait, avec ce que Diane a dit. Toutes ces organisations-là ont tellement une connaissance qui est pointue, qui est basée sur une expertise qui est profonde, sont capables d'aller chercher aussi une foule de citoyens aussi qui viennent nourrir leurs réflexions également, puis d'acteurs différents. Bon, on parlait notamment, on a nommé le pôle régional d'économie sociale qui travaille avec plein d'autres organismes d'économie sociale, des OBNL, des coops sur le territoire lavallois. On pourrait parler justement du CRE, donc du Conseil régional de l'environnement de Laval, qui travaille encore là avec plein d'autres organisations. On a beaucoup de forces vives à Laval. Je pense que c'est le terme qui a été utilisé tantôt. En tout cas, c'est un terme qui résonne beaucoup. On a beaucoup de forces vives, justement, à Laval, d'institutions, d'organisations qui sont extrêmement connaissantes et qui apportent une expertise et une voix importante. Si la place des citoyens est importante, la leur l'est tout autant, et ça doit pas être à géométrie variable selon les secteurs avec lesquels ces organisations-là doivent traiter au sein de la ville. Puis pour moi, en tout cas, malheureusement, j'aspire dans les 10 prochaines années à ce que justement, la participation des organisations, des citoyens soit écoutée de façon similaire d'une division à l'autre au sein de la ville. Merci. Monsieur Durand-Folco, complétez ça en quelques mots. Ouais, si je prends différentes expériences concrètes que je connais un peu mieux, ça dépend des enjeux, ça dépend des milieux, territoires, des différentes échelles aussi. Il y a une expérience à Montréal actuellement qui dure depuis environ 2-3 ans qui s'appelle Transition en commun, qui est une certaine démarche de co-construction. Donc, un réseau de près d'une centaine d'organisations de la société civile autour de la transition socio-écologique, mais qui se met en partenariat avec la ville, donc avec une coprésidence, quelqu'un qui vient de la société civile, une personne élue de l'administration, mais l'administration qui est vraiment élue, l'administration Plante à l'heure actuelle, mais s'il y a un autre gouvernement qui change prochaine élection municipale, il devrait y avoir quelqu'un de la nouvelle administration qui va arriver aussi. Il y a des fonctionnaires qui sont impliqués dans des comités directement aussi. Et la démarche, c'est de faire atterrir le plan climat de Montréal, notamment,
vers les milieux, mais pas que ce soit quelque chose qui est purement administratif, qui tombe vers les citoyens, mais qui implique les groupes communautaires, les groupes de la société civile, entreprises d'économie sociale et autres avec. Donc ça, c'est un exemple. Si on prend la question des systèmes alimentaires, le modèle d'un conseil alimentaire, par exemple, ça commence à se développer dans différentes villes. C'est de réunir toutes les parties prenantes. Il peut y avoir des entreprises, mais souvent des groupes de la société civile en sécurité alimentaire, organismes communautaires, des représentations de citoyens et citoyennes aussi, pour faire atterrir des projets, co-construire des règles politiques publiques. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut, en quelque sorte, décloisonner pour pas qu'il y ait, d'un côté, c'est les élus, de l'autre côté, c'est les fonctionnaires, de l'autre côté, c'est les groupes de la société civile, mais que ça se mélange plus. Après ça, ça amène des complexités. Des fois, on dit, on est tous sur un pied d'égalité. Dans les faits, il y a des dynamiques, il y a des codes, il y a des façons de penser qui sont différentes, il y a des agendas, des temporalités, c'est-à-dire des rythmes différents. C'est pas évident à faire. Mais je pense qu'il y a des choses à faire, puis il n'y a pas un seul modèle qui va exister, qui va être applicable mur à mur. Ça dépend de l'enjeu. Puis je pense qu'il faut expérimenter encore une fois. C'est la question un peu facile. Expérimenter quelque chose. Merci beaucoup. En chose. deux mots pour qu'on ait le temps de Je voudrais juste dire que les organismes peuvent servir aussi de pont entre la ville et les citoyens. Parce qu'à quelque part, tout ce que la ville fait n'est pas nécessairement mal. Tous les projets sont pas à refuser. Donc, à quelque part, les organismes communautaires qui ont une connaissance devraient aussi apporter une responsabilité de dire, si ça a de l'allure, moi, je devrais contribuer à faire progresser ce projet-là parce que je sais que c'est une bonne chose. Puis quand c'est un projet qui nuit au bien commun, mais ça va dans l'autre sens. Mais je pense que les organismes ont aussi ce rôle-là à jouer. Merci beaucoup. Je vois qu'on a 2 questions qui restent. Oui, Adrien. Oui. Adrien, j'ai 2 questions ici. Le temps file, donc je propose... Oui, je sais, mais moi, j'étais déjà ici pour prendre les questions des gens qui avaient déjà levé la main. Donc, je propose de prendre les 2 questions en rafale. J'inviterai nos panélistes à répondre succinctement, s'il vous plaît, parce qu'on a un bel atelier participatif. On aimerait que les gens restent et qu'il y ait encore de l'énergie pour nous. Et puis, madame, je pense que nos panélistes vont rester. Vous pourrez aller échanger avec eux par la suite. Alors, on va prendre les 2 questions en rafale, puis on va aller tout de suite vers nos panélistes succinctement, s'il vous plaît. Non, merci. À vous, monsieur. Bonjour, mon nom est Daniel Durand-Lot, je suis citoyen de Laval, 300 ans en plus. Mon cerveau est visionnaire, mais c'est de la manière qui fonctionne. Et puis, je constate que dans le centre-ville de Laval, le nouveau centre-ville de Laval, donc Chemédé, on va densifier en hauteur. Donc, on a beaucoup de gratte-ciel dans les alentours. Et puis, je me demandais si la ville de Laval avait anticipé les services d'infrastructure à ces nouveaux gratte-ciel-là. Il y en a 300, 700 logements et plus. Est-ce que le traitement des eaux, l'eau potable, le traitement des eaux d'égout, les services raccordés à ces nouveaux logements-là, est-ce que la ville de Laval a pensé à subvenir à ces besoins-là? Pour pas avoir à se retrouver avec de l'eau dans le sous-sol jusqu'aux genoux, pas d'électricité, toutes sortes de problèmes évitables, comme on a vu récemment à Montréal. Merci, monsieur. Je comprends l'intérêt de votre question. Malheureusement, je pense que nos 4 sur scène ce soir, on n'aura pas la réponse. Mais moi, j'ai envie de vous dire, en fait, que au niveau de la participation, en fait, il y a puis des consultations qui auront lieu en lien avec ce projet-là spécifiquement. Ça va être super important que vous soyez présents puis que vous fassiez part de vos enjeux, de vos craintes, puis de c'est ça. En anglais, ils disent concern, là, mais ça va être super important à ce moment-là que vous soyez présents. Mais revenez nous voir après pendant le moment convivial, on essaiera de vous diriger vers les bonnes ressources pour que vous ayez les réponses à vos questions. Merci, monsieur. Merci. Bonsoir. Merci. Je me demandais, un citoyen ou une citoyenne qui hésite à participer à une consultation ou à une autre activité de participation citoyenne, qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'il ait envie de se lancer? Très bonne question. Et je vous dirai aussi, deuxième défi sur cette question, de répondre très brièvement parce qu'on est au bout du temps pour notre panel. Merci. Alors, allez voir repensons laval.ca. Il y a sur ce site-là
plein de super belles opportunités, en fait, pour s'impliquer, pour être consulté. Des fois, c'est en ligne, des fois, c'est en présentiel, des fois, c'est proche de chez nous. Des fois même, je l'espère, là, je l'ai pas abordé, là, peut-être que ça pourrait faire partie de l'atelier, là, mais tu sais, des fois, il peut peut-être même y avoir des choses pour faire en sorte que, par exemple, si vous êtes monoparental, il y ait une halte garderie ou des choses comme ça qui fassent en sorte de faciliter votre participation. Et donc, à ce moment-là, si vous trouvez un sujet, justement, qui est particulièrement intéressant puis qui résonne pour vous, puis foncez. Merci. D'autres suggestions, très brièvement? Moi, je dirais essaye. Non, mais pour vrai, pour faire ça en 20 secondes, essayez d'y aller. Si c'est pas grave, ça fonctionne pas, que le sentiment que ça sert à rien, qu'il y a une perte de temps, il y a d'autres façons de s'impliquer. Mais essaye, regarde c'est quoi, tu vas peut-être découvrir des choses, t'informer davantage, rencontrer des gens chouettes aussi. Donc, il y a plein de raisons de s'impliquer. Puis si ça marche pas, continue pas à faire autre chose. Donc, c'est ça. Moi aussi, je dirais essaye. Ce sera le mot de la fin. Essayons collectivement, dans les 10 années qui viennent, de réenchanter notre démocratie ensemble à l'échelle de la ville de Laval. On a plein de belles démarches inspirantes qui vont venir. Donc, on espère que vous serez présents et présentes. Parlez-en autour de vous aussi. On sait, nous, dans notre pratique, que le bouche à oreille, ça fait beaucoup dans la mobilisation. Et comme on le disait au début, on a aussi besoin de vous pour que cette démocratie, elle vive à Laval. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à nos 3 panélistes, encore une fois, d'être venus nous voir ce soir. Merci. Je vous inviterai, si vous avez des questions supplémentaires pour nous, pour notre équipe ou pour les panélistes, à venir nous rencontrer à la fin de la séance. Et tout de suite, je vais passer le micro à ma collègue Gabrielle pour notre période d'atelier prospectif. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Je suis donc la 4e membre de l'équipe consultation publique et participation citoyenne. Je m'appelle Gabrielle Imarijon et je vais animer l'atelier qui nous attend pendant la prochaine. On a perdu un peu de temps, là, on va devoir faire ça en une demi-heure, donc on va tenter d'être bref et concis. Est-ce qu'on peut juste aller à la prochaine diapo, s'il vous plaît? Voilà. Alors, on vous propose un atelier. Vous avez entendu beaucoup d'éléments fort intéressants de la part de nos experts, expertes et spécialistes de la participation publique. Et donc, on souhaite un peu faire le même exercice avec vous ce soir, se projeter ensemble, co-construire une vision idéale de la participation publique idéale à Laval. Donc, ce qu'on souhaite savoir de votre part, c'est ce que vous souhaitez en matière de participation citoyenne à Laval, vos souhaits pour l'avenir, ce qu'on appelle un peu le paysage participatif de rêve pour vous. Des expériences peut-être agréables ou moins agréables que vous avez vécues. On vous demande de les repenser de manière positive pour un avenir qui vous semble vraiment propice à une participation inclusive, intéressante et rassembleuse. Alors, la façon dont on va procéder, vous êtes déjà réunis à table avec certains et certaines de vos concitoyennes et concitoyens. Vous avez du matériel, vous avez vu sans doute des petits post-it et des cahiers. Ce qu'on vous propose, c'est de débuter, on avait mis 5 minutes, on va essayer de garder ça en bref 2-3 minutes de réflexion individuelle. Donc, par rapport à ce que vous venez d'entendre de la part de nos expertes et experts, on a perdu le courant, mais bon, c'est pas grave, vous l'avez ici, à cet écran. Alors, peut-être juste de réfléchir individuellement à ce que vous souhaitez en matière de participation citoyenne. Et il n'y a aucune contrainte à cet égard. Vous pouvez penser à des mots, à des adjectifs, à des projets. Vous pouvez dessiner si vous le souhaitez. Puis, on va vous inviter peut-être en 10 minutes à votre table, tous et toutes ensemble. Je vous demanderai juste 2 minutes d'attention et puis après, je vous laisse discuter, si ça vous va. Alors, un petit 10 minutes pour que à chacune de vos tables, vous puissiez échanger avec les membres de votre table et identifier des idées les plus porteuses pour cet avenir souhaité de la participation citoyenne. Et ensuite, en grand groupe, je me promènerai de table en table. Je vous demanderai donc d'élire une personne porte-parole qui pourra, tour à tour, venir décrire en quelques minutes l'idée ou les 2 idées les plus porteuses de votre table et vous verrez qui seront retranscrites en temps réel par facilitation graphique. Donc, vous avez peut-être observé durant la conversation des experts et des expertes qu'il y avait une fresque qui était en construction. Donc, ce sont Sophie et Nina de la coop Percolam qui nous accompagnent ce soir. Oui, on peut les applaudir.
Elles sont en train donc de nous produire un visuel de ce qui est la participation publique, la participation citoyenne idéale à Laval. Et vous allez donc contribuer à cette fresque ce soir. C'est pour ça qu'on vous demande en plein air de venir nous partager les idées les plus porteuses de vos tables. Alors voilà, si ça vous va, je vous demanderai dès maintenant peut-être 2-3 minutes, une réflexion individuelle, et puis ensuite commencer à discuter avec les membres de votre table pour identifier les idées les plus porteuses. Bonne discussion à toutes et tous. Alors, de notre côté, en fait, on a parlé de plein de choses super intéressantes. On a parlé notamment de, dans nos rêves, du fait qu'on souhaite vraiment favoriser la participation de l'ensemble de la population lavalloise, donc avoir une meilleure représentativité justement des différentes réalités économiques, âges, linguistiques et autres qui vivent à Laval, avec plus de possibilités justement d'inclure l'ensemble de la population, peut-être des compensations, des haltes garderies, de la traduction, même des choses comme ça. Voilà. Sinon, on a parlé également, naturellement, d'impliquer les enfants, parce que c'était une thématique qui est ressortie à notre table beaucoup. On trouvait ça super important. Et donc, d'impliquer les gens de tous les âges, mais aussi, les enfants, trouver des choses justement pour faire en sorte, des mécanismes pour faire en sorte de former notre relève, puis d'impliquer même les commissions scolaires, ça a été nommé. Puis sinon, on a parlé de logement social également, avec le super cohabitat qui a été lancé la semaine passée, cette semaine? Début de la semaine? Le 13. C'est tout dernièrement, là. Donc, voilà. Et donc, on souhaite avoir encore plus de logements sociaux de type cohabitat à Laval, voire même que ça devienne la norme. Super. Merci beaucoup. Merci. En fait, on va garder votre feuille parce que je vais demander à ma collègue Sophie, oui, merci Sophie, d'aller l'accrocher juste à côté de la fresque pour qu'on voit un peu comment est-ce que nos idées se retranscrivent de manière graphique. Est-ce qu'il y aurait une autre table qui aimerait se lancer? Je vous rappelle, vous avez pas besoin, il y a des éléments qui ont été déjà nommés à vos tables, vous n'avez pas besoin de les répéter. Vraiment juste de renchérir sur... oui, donc on a ici... Donc, oh mon Dieu, excusez-moi. Comme nouvelle idée, nous, dans le fond, on se disait que la ville, à elle seule, ne peut peut-être pas réaliser toutes les consultations parce que c'est beaucoup de travail et que justement, dans la question de où se place la place des organismes dans tout ça, de voir les organismes comme vraiment des opportunités, des ressources et mettre en place donc des ressources pour les accompagner à créer plus de consultations citoyennes au sein même de leur organisation. Donc, tantôt, on parlait de comment on vient éduquer, comment on vient leur expliquer comment placer le citoyen au cœur des actions, comment les intégrer dans des comités de programmation, par exemple, comment les accompagner à ce qu'ils soient au courant de l'état d'avancement des dossiers, de la compréhension des enjeux pour que par la suite, ils puissent avoir une participation pleine et entière et qu'ils se sentent utiles par la suite. Ensuite, on avait parlé de mieux connaître les champs d'intérêt de la population selon leur tranche d'âge pour justement bien leur communiquer les types de consultations qui pourraient les intéresser, donc de faire de la promotion, de la diffusion à partir de tactiques de communication ciblées. Et on a aussi voulu mettre l'emphase sur maintenir la mobilisation des groupes déjà existants dans les quartiers, dans les organisations aussi, pour leur offrir de multiples autres opportunités. Donc, quand on a des citoyens qui sont déjà mobilisés, comment entretenir la relation avec eux pour mieux connaître leur champ d'intérêt, encore une fois, puis leur proposer de s'impliquer pour d'autres sujets, entre autres. Et le dernier, et non le moindre, on se disait que pour s'assurer que ça soit agréable puis que les citoyens puissent revenir, il faut d'abord avant tout qu'ils vivent une belle expérience du début de la consultation jusqu'à la fin. Donc, de miser sur quelque chose qui est peut-être parfois pas ludique, là, mais qui a une expérience, un événement, quelque chose qui fait que on les consulte, mais il y a quelque chose d'autre là, qui enrobe la consultation derrière tout ça. Merci beaucoup. Hop. Oui, vous aviez levé la main ici.
Bonsoir. Donc, à notre table, quand on a imaginé la vision idéale de la participation citoyenne, ce qu'on disait, c'est qu'on aimerait avoir vraiment une approche où la ville vraiment va plus valoriser les données pour se servir dans 2 vecteurs principaux. Donc, premièrement, de se servir de la donnée pour avoir une meilleure compréhension sur le profil des citoyens et des citoyennes qui participent à des consultations, pour justement identifier des situations où on a une sous-représentativité de certains groupes ou une sur-représentativité de certains groupes, puis de rendre ces données-là disponibles comme un moyen de reddition de comptes, mais aussi une mesure de responsabilisation de la population générale. C'est en mettant les données transparentes et disponibles au grand public en disant que regarde, ton groupe, il est sous-représenté, il n'y a pas assez de femmes, il n'y a pas assez de personnes en situation de handicap, il n'y a pas assez de personnes dans ton groupe d'âge, participe, représente ton groupe. Sans cette information-là, on ne peut pas mobiliser les gens parce que ça va être un peu comme le pelletage de nuages. C'est pas basé sur les faits. Donc, je pense que c'est important d'avoir des données, bien sûr, qui respectent des principes de renseignement personnel, de toutes les bonnes mesures de gouvernance de données, mais vraiment avoir une information qui est factuelle et qui va être vraiment très, qui va être mobilisant comme outil. Deuxième idée qu'on a eue dans notre discussion, c'est tantôt quand Madame, j'ai oublié votre nom, je m'excuse vraiment, mais vous allez parler des gens qui ont un écart par rapport à d'autres gens dans certains groupes de participation, de pouvoir mettre en place une approche de mentorat ou coaching, d'avoir des gens plus expérimentés qui viennent tendre la main pour dire, viens participer, je vais t'introduire au groupe, je vais montrer comment le faire. Parce que je trouve que moi, étant québécoise d'adoption depuis une quinzaine d'années et lavalloise depuis 5 ans, je trouve que la participation citoyenne, c'est un moteur d'intégration sociale pour les nouveaux arrivants. Et je pense qu'il faut vraiment appuyer sur cette approche-là, de dire, bienvenue dans le quartier, t'es nouveau ici, t'es nouveau à Laval, viens participer parce qu'on veut entendre ta voix. Ça, c'est la deuxième idée. Puis finalement, on dirait jamais 203 si je pourrais me permettre, c'est qu'on aimerait avoir une approche de consultation, de participation citoyenne, mais vraiment en feedback loop, vraiment comme on boucle la boucle. C'est pas assez de faire des consultations pré-déploiement de projets, mais c'est important aussi de faire des consultations post-déploiement de projets. Parce que entre le moment où le projet, il est conçu puis il est mis en place, le profil des personnes qui vivent dans le quartier ont évolué. Je prends mon exemple préféré. Je sais pas qu'est-ce qui se passait en 2016, qui a voté pour ça, mais démolir un bâtiment à la station de la Concorde pour mettre en place quelques banques sans arbres, je pense que ça fonctionne pas parce qu'il y a personne qui va s'amuser à s'asseoir dans un îlot de chaleur. Il y a pas d'arbres, puis finalement, ça sert vraiment à rien parce qu'il y a comme les bancs qui sont jaunes, puis je pense qu'il y a personne qui traîne vraiment là. Fait que j'aurais aimé avoir peut-être une consultation post-déploiement pour dire, est-ce que ça fait du sens en 2005? Peut-être pas. Mais c'est juste un exemple pour dire qu'on aimerait avoir un feedback loop continu pour avoir cette responsabilité de reddition de comptes dans n'importe quelle initiative qu'on va entreprendre. Merci beaucoup. Merci. Oh, je vais prendre oui, on va prendre votre feuille juste pour la... Merci. Est-ce que quelqu'un aurait d'autres idées qui n'ont pas été nommées à... Oui, j'arrive ici. La parole est à vous. Merci. Okay. Mais c'est quand même très intéressant, tout ce que je viens d'entendre. Moi, personnellement, une de nos idées, justement, je pense que ça rejoindrait un peu les points qui ont été mentionnés, mais justement, tout ce qui est par rapport à l'information, je dirais que ce qui aiderait vraiment à véhiculer toutes ces données, toutes ces informations, ce serait peut-être comme remettre peut-être de l'avant les journaux spécifiques à Laval, comme Laval News, et je viens d'entendre que ça existe, Courrier Laval. Moi personnellement, je connaissais juste Laval News parce que j'ai vu la version imprimée au nouveau complexe aquatique de Laval, qui est très très beau. Moi, je suis quand même vraiment contente d'avoir accès à cet établissement. Puis sinon, une autre idée qu'on avait eue, c'était d'avoir peut-être des assemblées de quartier plus à Laval-Est ou des séances du conseil municipal mobile entre quartiers. Fait que là, on pourrait avoir des assemblées
qui se font pas toujours au même endroit. Puis je pense que, on pense en fait que ça rejoindrait peut-être plus des quartiers qui sont comme un peu mis à l'écart. Souvent, nous, on habite, moi puis ma mère, on habite à Laval-Est. Puis c'est un quartier quand même très déconnecté, un peu en lui-même, un peu comme plus fragmenté. Puis vraiment, comme en termes d'action, c'est vraiment plus comme à Chaumédé que ça se passe, plutôt qu'à Laval-Est. C'est un peu plus, c'est beaucoup plus tranquille comme quartier. Fait que d'avoir des assemblées municipales qui se passent un peu plus comme ça viendrait rejoindre un peu plus des quartiers comme plus inactifs, je dirais. Fait que puis je vais passer la parole à... Très, très rapidement. Oui, alors on va s'arrêter rapidement. L'autre proposition sur laquelle on a travaillé, c'est dans le but d'aider l'administration municipale à faire entre 2025 et 2035 les mêmes bons qu'elle a fait en matière de participation publique entre 2015 et 2025. On reprend l'idée du feedback loop et on prend les cas bien précis. On propose un laboratoire, en fait, qui est autour des programmes particuliers d'urbanisme. Les programmes particuliers d'urbanisme est un outil de planification très précis. Il y en a 3 à Laval, au métro-quartier, Montmorency et la gare Sainte-Rose, autour des infrastructures de transport. Ces programmes particuliers d'urbanisme ont été adoptés au terme d'une démarche de participation publique importante qui a duré 2 ou 3 ans. Mais une fois qu'ils sont adoptés, hop, la ville le met en œuvre et tous ceux et celles, pour reprendre l'exemple que vous avez donné, qui ont contribué à la réflexion, sont un peu tenus à l'écart de sa mise en œuvre. Alors, on pourrait poursuivre dans la mise en œuvre des programmes particuliers d'urbanisme qui viennent vraiment avoir un impact très important sur la qualité du milieu de vie de chacun des citoyens et chacune des citoyennes. On pourrait les intégrer dans la démarche de réflexion sur l'aménagement, les informer sur ce qui se planifie, réfléchir en co-design sur comment on va aménager une promenade plantée, un parc d'entrée de ville. Donc, faire un pas de plus pour la prochaine décennie. Et on va se revoir en 2035, j'espère être là aussi. Mais voici le chemin qu'on a parcouru en 20 ans. Et maintenant, on est rendu à contribuer, à collaborer avec l'expertise citoyenne, avec l'expertise de la société civile à la mise en œuvre des plans qu'on a aidé à designer dans le cadre des démarches de participation publique. Je vais prendre vos feuilles, on va aller les coller. Donc, malheureusement, il nous reste vraiment plus beaucoup de temps. Peut-être s'il y avait une dernière table qui voudrait partager. Oui, ici. Et sinon, oui. Bonjour. OK. Je vais faire rapidement vu qu'il reste plus beaucoup de temps. Mais en tant que jeune, moi, j'ai jamais eu la chance d'assister à ce genre de consultation-là. Je savais même pas que ça existait. Puis, à mon école, je vous dirais que pas mal tout le monde se sent pas écouté. Puis, j'ai beaucoup d'adolescents qui sont deuls, qui ont rien à dire. Je suis d'accord avec vous, les stéréotypes sont pas tout le temps faux. Mais il y en a aussi qui ont vraiment quelque chose à dire, qui ont des idées. On n'a pas la même réalité, on n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas la même manière de penser que vous, on n'a pas les mêmes idées non plus. Donc, je crois que notre avis peut être intéressant à faire entendre. Puis, on n'a pas tout le temps la meilleure manière de le dire. On n'utilise pas des beaux mots comme vous. Et... on n'utilise pas des beaux mots comme vous, on le dit pas de la même manière, mais je crois que j'ai quand même une idée derrière ça, une opinion à partager qui peut être très intéressant et enrichissant dans ce genre de discussion-là, d'autres idées à apporter. C'est pour ça que je crois que la consultation citoyenne, ça peut être un très beau moyen de raviver la flamme et de rebâtir des ponts qui ont été abîmés à cause de multiples obstacles qu'on a pu rencontrer, qui ont éteint cette étincelle-là qu'on avait. Et voilà, c'est tout. Wow, quelle belle façon de conclure cette plénière. Merci beaucoup pour ton témoignage. Malheureusement, on manque de temps, donc ce que je ferais, c'est que j'inviterais les gens à venir coller les résultats de vos discussions sur le tableau blanc qui se trouve juste à côté de la fresque. Comme ça, Sophie pourra voir ce qui a été dit, pourra l'intégrer. Juste vous dire aussi qu'après une fois que la soirée sera terminée, on a prévu si jamais vous voulez aller rajouter quelque chose, que ça soit sous forme d'un mot ou même d'un dessin, on a prévu des petits post-its que Nina vous montre à l'instant, que vous pouvez aller vous-même apposer sur la fresque. Celle-ci sera numérisée et vous pourrez donc bien entendu en prendre connaissance. On va la mettre sur repensonslaval.ca. Elle sera publique, accessible à toutes et tous. Et puis,
je vais repasser la parole à Sophie pour la suite des choses. Je vous remercie chaleureusement pour cet exercice de plénière. Je suis désolée qu'on n'ait pas pu faire l'ensemble des tables, mais c'était fort agréable de discuter avec vous toutes et tous. Alors, pour le mot de conclusion, on arrive au terme de cette soirée. Pour le mot de conclusion, on a lancé un défi à notre élu, Monsieur Warnett. 2 défis. Le premier, c'est de réagir à chaud aux quelques éléments qu'il vient d'entendre. Et le deuxième, c'est celui de répondre à la question qu'on vous a posée. Monsieur Warnett, quelle est votre vision d'avenir? Qu'est-ce qu'on se souhaite à Laval pour les 10 prochaines années en consultation publique et participation citoyenne? La parole est à vous. Merci beaucoup. Je vais faire ça moins formel que tantôt. Hey, c'est tellement riche de vous entendre. Puis là, je vois qu'il y a d'autres tables qui n'ont pas parlé, fait que j'ai hâte d'aller voir vos post-it. On parlait d'intelligence collective, Jonathan a parlé de sagesse collective tantôt. Je pense qu'il y a un petit peu de ça qui se mélange ce soir. Puis c'est pour moi vraiment, c'est avec humilité en fait que je suis devant vous parce que, en tout cas, il y a de la neurone dans ces cerveaux-là. J'ai entendu, puis je vais faire le pont entre 3 idées qui ont été faites, là, une participation plus représentative de la diversité de la population, valoriser les données, notamment pour voir où est-ce qu'on l'a, puis où est-ce que c'est plus difficile de rejoindre la population éloignée de la participation citoyenne avec plein de niveaux. Des fois, c'est des facteurs qui se croisent entre eux aussi pour expliquer l'absence de certaines parties de la population. Je pense que il y a des efforts qui sont faits. Je pense que c'est quelque chose pour lequel la ville peut mettre un petit peu plus d'efforts encore. Et j'entends là beaucoup d'enthousiasme, mais sur d'autres post-it qui n'ont pas été ajoutés, là, la question des enfants. Puis je pense qu'il y a quelque chose à rêver ensemble là-dessus. Puis ça me permet on n'en a pas parlé, mais de vous informer peut-être que dans les assemblées de quartier, on a nommé déjà tantôt que pour être membre du conseil, il faut avoir 16 ans. Donc déjà, il y a une place pour les mineurs, même si c'est les 16 et 17. Mais il y a aussi 2 postes pour lesquels les gens donnent leur nom spécifiquement. Donc, il y a des citoyens et citoyennes qui donnent leur nom comme citoyens et citoyennes du quartier, mais il y a des postes représentatifs. Il y en a un qui est là pour représenter le monde vivant et l'autre pour les générations futures. Donc, c'est à ce titre-là que les gens donnent leur nom pour participer. Puis, je voulais le souligner parce que c'est une innovation qui est vraiment intéressante puis qui peut nous inspirer pour la suite. La ville ne peut pas tout faire, il faut outiller les organismes. Et là, l'idée sur laquelle je rebondis, c'est que ça a été nommé aussi plus tôt, puis on en a parlé un peu en coulisses même, l'idée de communauté de pratique. Hein, on a cette idée qu'entre sujet, verbe, complément, on respire Alexandre, entre praticiens, je vais y arriver, et praticiennes de la participation citoyenne. Ben, je vous mets au défi de dire ça 5 fois rapidement. Donc, en pro, ça se fait, donc, de partager les bonnes pratiques, de s'inspirer les uns des autres. Ça se fait à l'intérieur de la ville désormais. Et si ça se faisait à l'intérieur de la communauté, donc en brisant les silos. Déjà, c'est super de briser les silos, on l'a entendu tantôt, là, à l'intérieur de l'appareil municipal, qui, je vous rappelle, à Laval, c'est près de 5000 personnes, fait que c'est un gros appareil. Et si on créait une communauté de pratique en participation citoyenne at large, dans la collectivité, qui inclut les organismes et les individus qui ont quelque chose à contribuer aussi. Puis finalement, j'ai envie de rebondir sur l'idée moi, j'ai noté cycle de vie, l'ensemble du cycle de vie. Dans la conception éco-responsable, on dit ça, il faut prendre la conception, par exemple, d'un objet, puis de le voir jusqu'à la fin, là, comment est-ce à la fin de sa vie utile, comment est-ce qu'on en dispose pour avoir le moins d'impact écologique possible. Bien, le cycle de vie, là, la participation citoyenne, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Fait que l'idée de consultation post, comment est-ce qu'on peut apporter une attention particulière? Donc, merci d'amener ça à notre attention. Et puis, tout à fait partant pour les assemblées du conseil municipal mobile. On va essayer de se trouver un gros autobus électrique pour faire le tour. Là, on voit que Lyon électrique s'est remis avec des soutiens financiers. On va peut-être aller les voir. Mais faire sa part, cette idée que, oui, on le dit à chaque conseil, le conseil municipal, l'assemblée, c'est votre assemblée. Bien sûr, oui, c'est un peu intimidant, les élus autour des chaises puis tout le kit, mais c'est votre maison. Mais peut-être qu'on peut avoir plusieurs maisons. On a 240 km².
Cette idée est intéressante. Là, je vois 1 million de défis, notamment parce que c'est web diffusé puis plein de trucs, mais pourquoi pas? Pourquoi pas est-ce qu'on pourrait se lancer le défi de faire quelque chose comme ça? Alors ça, c'était pour moi mon petit retour sur votre intelligence collective. Puis à nouveau, je vous remercie pour ça. C'est très, très riche. Puis je me permets d'y aller avec mes propres rêves. Puis en fait, je reprends l'expression d'Adrien, réenchanter la démocratie. C'est beau. Là, on commence à réfléchir à des slogans électoraux. Peut-être que, en tout cas, mais je vais y aller plus sérieusement. Pour moi, dans 10 ans, en 2035, il y a un réflexe participatif. Donc, la culture participative, elle est bien enracinée à Laval, mais des fois, il faut encore pousser. T'sais, on se pose, est-ce que c'est pertinent pour cette démarche-là? Non, on se posera plus la question, ça va être le réflexe participatif. Et ça s'ancre dans ce que notamment Maxime Penneau-Jobin appelle le leadership territorial partagé. Mais c'est pas de lui, mais il pousse beaucoup ça, l'ancien maire de Gatineau. Donc, cette idée, justement, que le réflexe participatif, c'est pas juste la municipalité, il est partout. Et il est entraidé entre les différentes forces vives d'une communauté. Puis ça s'incarne comment, concrètement? Puis là, on y va, on est toujours dans le rêve. Ben, ça s'incarne dans des assemblées de quartier. Maintenant, il y en a pas mal plus que 2 en 2035. Il y en a un peu partout à Laval. Hein? On disait qu'on en veut dans l'Est, on en veut dans l'Ouest, on en veut au Nord, au Sud, puis au milieu. Ça pourrait s'incarner aussi dans un droit d'initiative. Donc là, les consultations, c'est la ville qui décide de dire « OK, on y va, on va aller voir les citoyens ». Et si les citoyens et les citoyennes pouvaient demander à la ville des consultations sur des sujets, ben je pense que dans 10 ans, on pourrait certainement être rendu là. C'est drôle, je réfléchissais à la question avant d'arriver tantôt, puis l'idée du tirage au sort était là, c'est intéressant. Pourquoi pas sortir des sentiers battus dans la belle diversité d'intelligence qu'on a, y compris de la neurodiversité, y compris tout l'ensemble des facteurs qu'on fait qu'on peut s'impliquer ou pas dans une collectivité. Il y en a plein qui font en sorte qu'on n'a pas nécessairement envie de mettre notre nom dans un poste pour être en élection. Là. C'est même les conseils d'administration où il faut être en élection, puis on se bat les uns contre les autres un petit peu, puis faire valoir ça. OK, mais il y a plein d'intelligences qui ne correspondent pas à ce type de personnalité-là, et on devrait aller les chercher. Je rêve aussi peut-être de quelque chose comme une convention citoyenne. Je pense à la France qui en a fait une où des citoyens et citoyennes se sont prêtés au jeu, un peu comme pas tout à fait la constituante, mais quelque chose comme ça, là, d'aller chercher d'aller puiser entre citoyens et citoyennes pour des règlements. Et un exemple très concret, puis là c'est même jusqu'à Montréal qui s'en inspire. Et les citoyens français ont rêvé une loi de zéro artificialisation nette. Ils ont dit, hey, ça serait cool qu'en 2050, si on minéralise, fait que si on bétonne, dans le fond, 1 mètre carré à quelque part, qu'on le déminéralise. Ben là, c'était cool, là, c'est un organisme citoyen, là, entre citoyens et citoyennes. Ben là, il y a un ministre qui a repris cette idée-là, qui en a fait une loi, puis maintenant, elle est en application en France. Puis là, cette idée-là, maintenant, traverse l'Atlantique pour arriver tranquillement au Québec. Donc, une démarche citoyenne qui a été reprise, qui fait force de loi maintenant, ça se peut quand on met les processus en place. Et puis finalement, rêvons en 2035, ben Laval aurait son conseil des enfants. Hein? Est-ce que ça serait le fun? On aimerait ça. Et puis, je pense que c'est aussi par la bouche des futurs, en fait, c'est pas des futurs, des citoyens et des citoyennes mineurs, disons ça comme ça, des plus jeunes, qu'on va réenchanter à la fois notre démocratie et notre communauté. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup, Monsieur Warnett. Avec tout ce qu'on vient d'entendre ce soir, que ce soit nos experts, nos élus, et vous, participants, participantes, je pense qu'on a amplement ce qu'il faut pour vivre encore plus et mieux nos 10 prochaines années en consultation publique et participation citoyenne. Merci pour votre engagement, vos contributions. Merci pour votre présence ce soir et je vous dis à très bientôt à notre prochaine activité de consultation publique. Merci beaucoup et à la prochaine.